Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier Sophie Mougard, votre directrice, Madame Pruvot et puis François Chevoard, que je connais bien parce qu'en fait, on était dans le même laboratoire quand on a commencé. Alors effectivement, d'abord je voudrais vous féliciter. Bravo pour votre réussite au concours. Puis pour paraphraser un peu le discours de Sophie Mougard, c'est maintenant que la vie commence. Sauf, évidemment, si votre passion, c'est de démontrer l'existence et l'unicité de solutions de problèmes bien posés. Mais pour tout le reste, vous allez commencer à apprendre des tas de choses qui sont vraiment... les vraies choses commencent maintenant. Alors, je voulais intituler ma conférence des sciences du 18e, 19e et début du 20e siècle aux sciences de la donnée. Quel usage on en fait dans le monde de l'ingénierie. Alors le monde de l'ingénierie, peut-être qu'il faut le définir. Et si je dis ça, c'est parce que il y a quelques mois de ça, en fait, cette conférence est la suite d'une conférence que j'ai pu donner à l'Union des professeurs de classe préparatoire. Pendant que vous passiez les concours, il y en avait une centaine d'entre eux qui étaient là et qui faisaient leur assemblée générale, très détendue, pendant que vous étiez en train de plancher. Et je leur ai parlé un petit peu du monde de l'ingénierie, tel que nous la pratiquons, et j'ai vu, ils avaient des yeux grands ouverts. J'en montrais évidemment des très belles photos, mais ils avaient des yeux grands ouverts parce que je pense qu'ils avaient une idée assez confuse ou assez floue de ce que c'est que le métier de l'ingénierie. Autant la définition d'un ingénieur est assez bien cadrée. Il y a une commission technique qui définit, qui autorise les écoles à délivrer des diplômes d'ingénieurs. Et ça, c'est assez bien cadré dans le cursus. Autant la définition de ce que c'est que le monde de l'ingénierie, des sociétés d'ingénierie en particulier, elle est un peu plus floue. On sait ce que c'est qu'un constructeur. On sait peut-être moins souvent ce que c'est que le monde de l'ingénierie. Donc, je vais peut-être commencer par vous illustrer ça. Par une société au fond que je connais assez bien puisque j'y travaille depuis une quinzaine d'années. J'ai le plaisir et le privilège de la présider aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais vous dire que j'ai eu le plaisir pendant quelques années, comme l'a rappelé François, d'enseigner dans cette école. Alors c'était pas en grand amphi comme ça, très impressionnant vu d'en bas, mais c'était dans les petites classes. Et pourquoi je faisais ça ? Pourquoi est-ce que j'ai souhaité, depuis que j'ai en fait quitté l'école, enseigner, alors pas un rythme très régulier, mais de temps en temps. D'une part, parce que c'est rafraîchissant de voir des jeunes en face de soi. Alors, vous êtes maintenant beaucoup plus jeunes que moi, au départ c'était moins le cas, mais vous êtes vifs, vous avez un esprit acéré, et donc vous ne laissez rien passer. Et du coup, quand on vous enseigne des choses, en fait on apprend énormément. On n'apprend jamais aussi bien que ce qu'on enseigne, et en particulier dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est un vrai plaisir, c'est rafraîchissant, et puis on apprend effectivement beaucoup de choses. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous encourage à le faire. Alors, donc 2 mots, si vous le voulez bien, sur les métiers de l'ingénierie. Alors, je vais vous parler de CETEC. Alors CETEC, à l'origine, ça voulait dire Société d'études techniques et économiques. Et tous ces mots-là ont un sens. Alors évidemment, ça fait un peu désuet comme appellation. Plus personne n'appelle notre société comme ça. On l'appelle CETEC tout court. Et qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un groupe d'ingénierie. Chacun des termes ici a évidemment son importance. C'est un groupe d'ingénierie pluridisciplinaire. Je vais revenir dessus. Et le métier de l'ingénierie tel que nous le pratiquons, ça veut dire concevoir et mettre en œuvre, sans jamais construire, mais mettre en œuvre des projets. Alors, la marque de fabrique de la maison CETEC, c'est plus ils sont complexes, plus c'est des moutons à 5 pattes, mieux on se porte, enfin plus on se fait plaisir au fond. Plus c'est innovant, plus on y prend plaisir également. Partout dans le monde, j'avoue que je me vante un petit peu en disant ça, quand on est, comme nous le sommes aujourd'hui, 2800 dans une société, on ne peut pas être partout dans le monde, on est dans des endroits bien choisis, là où on apporte une certaine forme de valeur au territoire qu'on rencontre. Donc on est en particulier, si je vais tout de suite dans nos implantations, on fait aujourd'hui 80% de notre activité, un petit peu moins de 80% de notre activité en France, ça veut dire 20% à l'international, en Europe, beaucoup en Angleterre au fond aujourd'hui, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Russie. Et à chaque fois, on rencontre des situations très diverses, une façon de pratiquer l'ingénierie qui n'est jamais la même dans un pays ou dans l'autre. Et donc ça aussi, c'est très enrichissant. Si je reprends un peu l'histoire de la maison CETEC,
au fond, elle est née, c'était une start-up. En 1957, c'était deux ingénieurs de cette école qui avaient fait un stage aux États-Unis, qui avaient appris au travers des missions qui avaient été confiées à l'OTAN, à la France, dans les relations franco-américaines. Ils étaient partis aux États-Unis et puis ils avaient travaillé pour les bases de l'OTAN aux États-Unis. Et puis ils étaient revenus faire appliquer ces choses-là en Europe et en France en particulier. Start-up avec deux caractères, deux personnes. Dans toutes les start-up, si vous vous intéressez à ce monde-là, il y a toujours deux personnes. Souvent, c'est le technicien et puis le businessman. Là, c'était l'homme des infrastructures, Henri Grimont, et puis l'homme du bâtiment, Guy Sayas. Et ça a été les deux premiers piliers techniques de la maison CETEC. Le troisième pilier, c'était dans le nom, c'est l'économie de la construction. Et par économie de la construction, ce qu'on entend, c'est conseiller, dire au maître d'ouvrage, le client, le conseiller sur l'organisation de son projet, sur sa faisabilité, sur les études qu'il faut faire avant de rentrer dans le vif du sujet, de façon à le conseiller pour savoir si c'est opportun de le faire ou pas, et si oui, comment on le fait. Donc ça, c'est toujours été le troisième pilier, ce pilier de conseil de haut niveau que ces deux grands noms de l'ingénierie ont pratiqué dans leur début. Et c'est resté effectivement dans la maison. Alors, ce qui s'est greffé autour des deux piliers techniques, c'est toute la panoplie, au fond, des métiers de la construction. Et aujourd'hui, quand on dit ingénierie pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a développé chez nous des compétences en hydraulique, on a développé des compétences en ingénierie des transports, on a développé des compétences dans le ferroviaire, on a développé des compétences en géotechnique. De temps en temps, on a fait une acquisition. Notre société de géotechnique s'appelle Terrasol, qui est en fait la fusion de CETEC Géotechnique et de Terrasol, le bureau d'études de François Chausser, qui est grand professeur dans cette maison, grand scientifique et grand professeur dans cette maison, et qui a fusionné sa société avec CETEC Géotechnique, et on a gardé le nom et la marque de Terrasol. Et j'avoue que c'est un des petits bijoux de la maison CETEC. Et puis voilà, on a complété l'ensemble des métiers de la construction, de l'ingénierie de la construction dans le groupe, ce qui fait qu'aujourd'hui, au fond, on va assez rarement chercher des compétences à l'extérieur, on a tout dans la maison, et ça, c'est fondamental pour conduire des grands projets. C'est un groupe indépendant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Indépendant, ça veut dire je suis maître de mon destin. Et pour être maître de son destin, il faut avoir ses capitaux chez soi. Et donc sont actionnaires de la maison CETEC, et c'est assez vrai dans pas mal de sociétés d'ingénierie, mais je pense que CETEC a été assez pionnière dans ce domaine-là. Être propriétaire de sa maison, c'est faire ses propres choix, c'est faire ses choix de développement, c'est se passionner pour un sujet et investir dans ce sujet-là, sans avoir de compte à rendre à quiconque autre qu'à des ingénieurs de sa propre maison. Donc c'est une des particularités qui a été fondatrice de la maison CETEC. On n'est pas les seuls, évidemment. Vous avez des grandes sociétés d'ingénierie comme Artelia, Ingérop, qui sont un peu sur le même modèle que nous, c'est-à-dire qu'ils ont propriété uniquement de leurs salariés. Et ça, c'est dans nos statuts. Il y a d'autres sociétés d'ingénierie comme Aegis, qui est propriété à 75% de la Caisse des dépôts, ou Sistra, qui est propriété de la RATP et de la SNCF et de banques, RATP et SNCF ayant 75% de leur capital. Donc, et donc devant, d'une certaine façon, rendre des comptes à ces gens-là ou avoir un partenariat privilégié avec leur actionnaire principal. Ce qui n'est pas notre cas. Deuxième particularité, je crois, ça sera la fin de mon cours de management, hein, de l'indépendance, c'est dans le mécanisme CETEC qui, lui, est tout à fait unique en France, et je l'ai rarement vu ailleurs dans le monde, c'est que chaque discipline, géotechnique, hydraulique, ouvrage d'art, ouvrage souterrain, etc., est logée dans une société. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour rester dans des groupes à taille humaine. Si vous lisez Sapiens si vous lisez son bouquin, il va vous parler de la tribu africaine ancestrale. Et la tribu africaine ancestrale, c'est le groupe de population qui fonctionne tout seul, sans hiérarchie. Il y a un chef toujours, mais sans hiérarchie trop complexe. Au-delà de 150 personnes, c'est le nombre qu'il cite, ça devient plus compliqué. Et de fait, alors je dis pas qu'on a construit ça comme ça, parce qu'en lisant le bouquin en lisant Sapiens, mais de fait, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Nos sociétés, elles font entre 30 et 300 personnes. 300 personnes, on sent que c'est déjà un peu gros. La moyenne est à 120, 130. Ça veut dire que on est en plein dans ce concept de tribu africaine ancestrale, celle dont on vient tous,
et qui fonctionne sans hiérarchie abusive, sans fonctionnement. N'importe qui dans la maison peut m'appeler en moins de 2 coups de fil. C'est comme sur les réseaux sociaux, au fond, ça fonctionne pareil. Alors ça, c'est vraiment une particularité, et le côté fort de ce dispositif, c'est que chaque discipline, la géotechnique, l'hydraulique, etc., est possédée par les gens de cette discipline. Donc s'ils veulent investir, s'ils veulent développer des choses, ils le font dans leur métier, un peu indépendamment des autres. Ils développent leur propre business, ils en sont responsables, et ça, c'est extrêmement stimulant. Alors comment est-ce qu'on fait un grand projet? Je vais vous montrer quelques grands projets derrière. Le fait, c'est qu'on habite tous dans la même maison. On est 1000 à la gare de Lyon, on est 250 ou 300 à Lyon, on est 400 à Vitrolles, et tous situés dans dans le même patelin. À Paris, c'est en fait dans la même tour, et donc les sociétés sont logées à des étages différents. Donc il suffit de prendre l'escalier pour aller chercher la compétence d'à côté. Et avec ça, pour autant que les gens se connaissent et se fassent confiance, ça fonctionne. Donc voilà un petit peu la description de la maison. Alors maintenant, si je veux parler de ce qu'on fait tous les jours, de nos métiers. Le cœur de notre métier, ça s'appelle en France la maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'œuvre? C'est défini par une loi qui date des années 1992. C'est la conception, je conçois et je supervise les travaux qui sont réalisés par une autre société, par une société de construction. Je conçois et je supervise les travaux. Superviser les travaux, ça veut dire je vérifie que c'est conforme au projet que j'ai fait. S'il y a des variations par rapport à ce projet, je vérifie que c'est intelligent et je vérifie que ce que fait l'entreprise de construction est fait dans les règles de l'art. Mais notre cœur de métier, c'est véritablement la conception. Concevoir, c'est partir d'un programme. Je vais vous montrer quelques exemples. Partir d'un programme qui est fixé par un maître d'ouvrage qui, de temps en temps, se fait assister par une ingénierie. Alors, à ce moment, on parle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On en fait aussi. C'est le fameux conseil dont je parlais tout à l'heure. Et pour aider un maître d'ouvrage, d'une certaine façon, on fait des études amont, des études de faisabilité. On regarde comment les gens se déplacent dans une région pour voir où est-ce qu'il faut mettre un système de transport. Et puis, on fait des études de trafic pour savoir quel système de transport, est-ce qu'il faut des bus, un tramway, un métro, en fonction du trafic. Donc ça, c'est les études amont, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et à l'aval de la maîtrise d'œuvre, on peut aussi travailler très bien. Ça, c'est notre indépendance qui nous permet de le faire. On peut très bien travailler pour des constructeurs, dans des études d'exécution. Et on a quelques niches d'expertise dans le monde de la construction. On a par exemple fait l'acquisition d'un laboratoire qui s'appelle le LERM, Laboratoire d'études et de recherche en matériaux, parce qu'on s'est dit, on avait des gens compétents en matériaux chez nous qu'on avait un peu perdus, ils étaient partis à la retraite, et on s'est dit, on ne peut pas concevoir des grands ouvrages sans avoir une connaissance fine des matériaux, que ce soit des matériaux minéraux, l'acier, le bois, etc. En l'occurrence, notre laboratoire est un spécialiste des matériaux minéraux, pâte de ciment, béton, pierre calcinée, etc. Et donc, on a de l'expertise que, je cite 2 exemples, c'est donc le LERM, ce laboratoire, et puis Terrasol, de nouveau cette société de géotechnique, avec des gens qui ont leur valise dans l'entrée de la maison et qui partent au coup de sifflet quand un constructeur a un problème géotechnique, une fondation qui part, une paroi moulée qui commence à descendre. Donc ce sont des gens qui partent et qui font des expertises là véritablement partout dans le monde. Et notre cœur de métier, encore une fois, c'est la maîtrise d'œuvre. Concevoir et s'assurer de la bonne exécution des travaux. Alors, dans quel domaine de la construction au sens large on le fait? Je dis construction au sens large parce qu'encore une fois, on est parti du bâtiment et des infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on commence par faire des routes. Puis après, une fois qu'on a fini d'équiper la France en route, on fait des lignes ferroviaires. Donc, c'est ce que vous voyez. On a travaillé sur 4 des 5 dernières lignes à grande vitesse qui ont été construites dans les dernières années. En tant que maître d'œuvre, dans des configurations diverses, qu'on pourra détailler si vous avez des questions là-dessus. On a fait des tramways. Aujourd'hui, le gros sujet, alors on le reconnaît pas forcément si bien que ça, c'est le Grand Paris, évidemment. Vous avez le schéma d'ensemble du Grand Paris avec les couleurs des lignes qui sont dans la petite vignette en bas à droite. On fait du bâtiment. Alors, quand on parle de transport et d'infrastructure, aujourd'hui, on y a tendance à y ajouter le mot mobilité et à non plus penser forcément en termes d'infrastructure, je vais construire quelque chose, mais
quel usage je peux faire des infrastructures dont je dispose, comment est-ce que je peux adapter les routes pour y faire passer du transport en commun, comment est-ce que je fais en sorte que quand je suis arrivé au train de ma ligne de banlieue, ben, j'ai encore un système de transport qui est efficace. Et on sait que les bus, ils attendent pas toujours les trains, donc je peux avoir du transport à la demande et on a des partenariats, soit on le développe en interne, soit on a des partenariats avec des startups. Et en l'occurrence, si je prends ce seul exemple, on a gagné tout récemment auprès d'Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, le système qui vous permettra bientôt d'avoir sur votre smartphone une application qui vous permet de prendre n'importe où un bus, un taxi, un VTC au bout de votre ligne de train de banlieue quand vous rentrerez le soir. Donc ça commence à se mettre en place. Deuxième grand sujet de la maison, c'est les bâtiments. Alors, quelques exemples, j'en montrerai d'autres. Hein. L'Opéra de Pékin, un bâtiment à Aubervilliers, de l'industrie. Alors, le monde de la construction n'est pas tout à fait le même que le monde de l'industrie. Alors, on travaille dans l'industrie en aidant des Airbus, des EDF à faire leur planification de projet, à maîtriser leurs risques, à maîtriser leurs coûts, parce que c'est souvent plus difficile. Mais on fait aussi du bâtiment industriel. Alors là, quelques exemples. L'usine de ST Microélectronique à Crolles, avec des milliers de carrés de salles blanches. Je vous montrerai une image de salle blanche tout à l'heure. Ou des usines d'assemblage pour Airbus. On en a fait 2 à Toulouse. Et puis, évidemment, on a donc industrie, énergie, sous ces différentes formes, traditionnelles, nouvelles. Et puis, des métiers également liés à l'environnement. Alors, on considère qu'il y a de la science derrière ça. Et il y a notamment des sciences vis-à-vis des métiers de l'eau. Dans l'environnement, on y met, nous, principalement l'eau et le traitement des déchets, en plus de l'accompagnement des projets d'infrastructure et de bâtiments. Mais l'eau et les déchets sont deux sujets véritablement à base scientifique qu'on traite. Alors, quelques grandes références de la maison. Je parlais d'infrastructure, je vous ai cité le nom d'Henri Grimont, qui était l'homme d'infrastructure du binôme de départ de la CETEC. Et on peut dire que le tunnel sous la Manche, c'est lui. Enfin, ça, c'est la légende chez nous qui le dit. C'est-à-dire qu'il a poussé les autorités, il a travaillé sur les études de faisabilité pour faire un lien d'abord entre la France et l'Angleterre. C'était pas à l'origine forcément un tunnel, ça pouvait être un tunnel, un pont ou quelque chose de mixte entre les deux. Et puis à partir du moment où les choses sont accélérées dans les années 80-90, eh bien, on a eu la chance d'être maître d'œuvre intégré dans un groupement de constructeurs. Alors là, tous les constructeurs français s'étaient rassemblés côté France, tous les constructeurs anglo-saxons s'étaient rassemblés côté anglais, et fort heureusement, les 3 tubes de ce tunnel se retrouvent au milieu. Et puis après, il y a des générations d'ingénieurs de la CETEC qui ont travaillé sur cet ouvrage ou sur les projets de réparation, parce qu'il y a eu 2 grands incendies de trains transportant des camions de marchandises. Et je vous raconterai cette aventure-là tout à l'heure. Et donc on est également intervenu là-dessus. Autre grand ouvrage emblématique, c'est le viaduc de Millau. Alors beaucoup d'ingénierie ont travaillé sur Millau. Nous, on était aux côtés d'Eiffage, donc concessionnaire et constructeur, dans un rôle de maître d'œuvre général intégré au constructeur. Ça, c'était une demande de l'État, concédant, qui avait dit « Je veux bien faire une concession sur un ouvrage exceptionnel comme ça, mais pour en maîtriser les risques, je veux un ingénieur indépendant à l'intérieur du groupement de concession. » Ça, c'était CETEC. C'était notre rôle, donc on a refait tous les calculs. On a fait tous les calculs de notre côté pour vérifier que c'était... Alors, les calculs d'un ouvrage comme ça, c'est pas uniquement la phase définitive de l'ouvrage, c'est principalement les phases de construction. Phase de montée des pylônes. Le vrai apport d'Eiffage dans ce dispositif, ça avait été de faire une variante sauvage, mais majeure, d'un projet que l'État avait conçu comme avec un tablier en béton précontraint. Et la variante d'Eiffage, c'était de faire un tablier métallique. Alors l'avantage du tablier métallique, c'est qu'il se construit sur les rives. On fait en 2 morceaux, et puis après, on pousse des 2 côtés jusqu'au moment où le tablier se rejoint au milieu et on clave. Et donc ça permet de travailler en toute sécurité, puisqu'en fait, l'essentiel de la construction se fait sur les rives, et non pas en hauteur à 200-300 mètres de hauteur.
Donc ça, c'était un élément de sécurité très important, un élément de sécurisation du planning également, et dans les coûts, c'était le même prix que l'ouvrage en béton précontre. Et donc, dans ces phases de construction, eh bien, le tablier, il ressemble pas du tout à ça. Hein. Vous avez d'abord tous les pylônes ne sont pas mis. Il y a que le pylône de tête qui est mis pour assurer que le bec de l'ouvrage ne plonge pas entre deux piles. Il y avait des piles provisoires entre deux piles définitives, des piliers métalliques entre les deux, entre chaque paire de piles en béton. Et puis l'ouvrage, lui, il montait, il descendait avec une amplitude de 4 mètres. Donc il y a des très très belles photos de cet ouvrage-là pendant la phase de construction. Alors évidemment, quand un tablier a des amplitudes de 4 mètres, il n'a pas du tout les mêmes contraintes qu'en phase définitive, telles que vous l'avez ici. Et ça, j'espère que vous le verrez. D'ailleurs, je pense qu'il y a un de nos logiciels qui est implanté à l'école des ponts, où vous pouvez faire des projets dessus. On a fait d'autres ponts, cette fois en concepteur complet. C'est un des grands ponts au Maroc, sur le contournement de Rabat, avec Strat comme cabinet d'architecte. J'ai oublié de citer sur Millau, l'architecte était Sir Norman Foster, qui a eu un véritable apport, c'est qu'il a fait que le pont est légèrement courbe en plan, ce qui fait qu'on le voit. Quand on rentre dessus, on voit les voiles qui sont dessinés par les haubans qui se déroulent devant vos yeux. Ça, c'est le véritable grand apport de Foster. Alors, si on sort un tout petit peu du monde de la construction pure, là, je vous montre encore une belle image, mais il y a un train qui roule dessus. C'est la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, et pour la première fois en France, la SNCF n'était plus maître d'œuvre, concepteur, superviseur des travaux, d'une ligne à grande vitesse. Alors au fond, comment est-ce qu'on a fait? Donc c'était une période formidable pour les ingénieries privées, période où Réseau Ferré de France avait un peu pris la place de la maîtrise d'ouvrage de la SNCF. Depuis, la SNCF a réabsorbé Réseau Ferré de France, ça s'appelle SNCF Réseau maintenant. Mais à l'époque, pendant 15 ans, il y a eu une instance qui était indépendante de la SNCF et qui voulait un petit peu sortir du carcan de la SNCF pour avoir des idées neuves, des idées rafraîchissantes, pour construire un grand nombre de projets. Alors pas que des lignes à grande vitesse, mais il y en a quand même eu 5. Et ça, c'était la première donc dans laquelle il n'y avait pas du tout la SNCF comme maître d'œuvre. Donc il y a eu un marché qui a été passé en 3 lots. CETEC avait gagné les 2 lots d'extrémité, le A et le C, et puis Aegis, nos confrères d'Aegis, ont gagné le lot du milieu, le B. Et chacun a monté sa plateforme. Et puis quand on est arrivé aux équipements ferroviaires, les équipements ferroviaires, c'est la caténaire, la voie, l'alimentation électrique, les télécoms, la signalisation, qui est un sujet crucial pour la sécurité ferroviaire. Eh bien, là, forcément, on ne pouvait pas traiter ça en 3 tronçons, donc on s'est mis ensemble avec Aegis et puis on a appris. Alors, faire une ligne à grande vitesse en race campagne, au fond, c'est pas si compliqué que ça. La vraie difficulté, c'est le raccordement au réseau existant. C'est là qu'il y a les vrais dangers, c'est là qu'il y a les trains doivent ralentir, c'est là qu'il y a une interface avec la signalisation du réseau existant, etc. Donc ça, c'était le vrai sujet. Et là, je dois dire que, en toute humilité, c'est pas CETEC tout seul qui a gagné le pari, c'est pas Aegis, ou même avec Aegis, on a embauché des vrais sachants de la SNCF. Dans votre carrière, si vous retenez un truc de ce truc-là, c'est dans votre carrière, ok, vous êtes les meilleurs, Sophie Mouguer vous a rappelé que vous êtes des élèves brillants, vous êtes dans une école avec un grand prestige et c'est à vous de le maintenir, mais ayez toujours l'humilité en construction ou sur des projets où il y a des systèmes ferroviaires, où il y a des vraies questions de sécurité. Alors c'est vrai dans le nucléaire, c'est vrai dans le ferroviaire. Il y a des vraies questions de sécurité. Ayez l'humilité de poser la question aux gens qui savent et qui ont cette expérience, ce retour d'expérience. Vous pouvez les challenger, parce qu'ils sont souvent dans leur carcan. Mais ayez cette humilité-là d'aller poser la question, c'est essentiel dans votre carrière. Moi, quand j'ai commencé au CETRA, donc ça s'appelle plus le CETRA, maintenant ça s'appelle le CEREMA, je faisais des projets de pont. Il y avait un gars qui était expert, c'est Daniel Poineau, formidable, qui était expert S-catastrophe. Donc il allait inspecter tous les ponts qui avaient un problème. Vous entriez dans son bureau, vous ressortiez avec 3 questions, vous en aviez une, vous sortiez avec 3 questions, mais c'est comme ça qu'on apprend, en allant voir ce qui s'est passé ailleurs. Alors maintenant, une fois que les lignes à grande vitesse ont été terminées, ça a été beaucoup critiqué sur peut-être fait un peu trop d'investissements en France. Donc les vrais sujets aujourd'hui, c'est d'une part la régénération
du réseau national ferroviaire. Et puis dans le 9, il y a encore le Grand Paris, aujourd'hui. Alors il y a d'autres projets, mais dans les ouvrages majeurs. Donc le Grand Paris, il est dessiné tout en gris. Alors ce qu'on fait, c'est en fait surligné en couleur. À chaque fois, on n'est jamais seul dans un ouvrage comme ça. Quand on prend un tronçon du Grand Paris en infrastructure ou en équipement, on n'est jamais seul. D'abord parce que c'est des très gros projets, il faut pouvoir partager le risque. Et puis, c'est toujours bien, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec un confrère qui n'a pas toujours la même vision que vous et de se dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pertinent, ou est-ce qu'on prend trop de risques en prenant telle option. Donc en fait, on est à chaque fois avec des partenaires sur EOL, qui est le prolongement du RE, c'est le chaînon manquant du RER parisien. Donc le RERE, il vient de l'Est et il passe par la gare du Nord et il s'arrête à Haussmann-Saint-Lazare aujourd'hui. Et il s'agit de le prolonger entre Haussmann-Saint-Lazare, Porte-Maillot, La Défense, et puis après il va jusqu'à Mantes-la-Jolie. Mais il y a une section de 8 km dans Paris intramuros avec des tunnels et 2 grandes gares à la Porte-Maillot et à La Défense. Je reviendrai dans une seconde à La Défense. Donc dans un truc comme ça, nous on part avec Aegis, on est parti à 50-50 avec Aegis, on est mandataire, c'est-à-dire leader du groupement, donc on a la responsabilité ultime, comme on a d'ailleurs sur tous les autres groupements, sur tous les autres tronçons qu'on a gagnés sur le Grand Paris. La ligne 15 Sud qui va de Pont-de-Sèvres à Villejuif, je montrerai quelques images. La ligne 14 Sud qui sera prête pour les Jeux Olympiques, qui fait la liaison entre Paris-Centre et puis Orly, enfin. Ça fait quand même des décennies qu'on attend une liaison avec les aéroports, enfin une liaison décente avec les aéroports. 2023, ça y sera. Même 2022, si je dis pas de bêtises. Non, c'est super important. Pour l'image de marque de Paris, c'est vraiment important. Et puis, ce que j'ai pas cité encore, c'est la ligne 15 Ouest. Alors, la ligne 15 Ouest, qui est sans doute la plus compliquée, elle fait le, hop, la voilà. Elle fait Pont-de-Sèvres, Saint-Denis, Pleyel en passant par La Défense. C'est la plus compliquée parce qu'elle a des gares extrêmement compliquées à La Défense et à Saint-Cloud. Il y en a une aussi à Bécon-les-Bruyères. Il y a 3 gares vraiment très compliquées, mais les 2 premières que j'ai citées sont techniquement à la limite du faisable. Et donc, eh bien, la Société du Grand Paris a décidé de nous remercier d'avoir fait les études et puis de dire peut-être que d'autres peuvent avoir des idées un petit peu différentes de celles que vous avez eues et met aujourd'hui ce tronçon-là, comme celui de la ligne 15S qui était réalisé préalablement par nos confrères d'Aegis, en conception-réalisation, d'une certaine façon pour transférer l'ensemble des risques à un groupement concepteur-réalisateur qui partira de notre projet. Si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Alors, quelques images. Voici à la croisée, à la croix du Sud, entre la ligne 14 Sud et la ligne 15 Sud, vous avez la gare de Villejuif IGR, Institut Gustave Roussy, dont l'architecte est Dominique Perrault, celui de la Grande Bibliothèque. Alors, quand on montre l'architecture intérieure d'une gare, c'est souvent des escalators. Bon. Mais celui-là, donc c'est une très belle gare à l'extérieur, hein, elle est toute ronde. En voici les travaux, l'avancement des travaux à peu près à la date d'aujourd'hui. C'est un grand puits. C'est un grand puits qui doit faire dans les 45 mètres de diamètre, qui doit faire 35 mètres ou plus de profondeur, qui est autostable. Vous voyez qu'il n'y a pas de buton, comme on peut le voir dans les gares que vous allez visiter ou même en face à côté. Hein. Il n'y a pas de buton parce que un cylindre est autostable quand il y a une poussée extérieure. De la même façon qu'un tonneau est autostable, enfin se tient tout seul à une répartition de contraintes que vous allez voir hein, dans vos cours, il n'y a pas besoin de mettre du buton dans une paroi circulaire de ce type-là. La première grande paroi circulaire qui avait été faite il y a très longtemps, je pense que c'était pour le puits de Sangatte, le puits d'aération du tunnel sous la Manche, qui a des dimensions encore un peu plus impressionnantes que celle-ci. Donc ça, c'est vu d'en haut. Et si on descend, vous voyez qu'on a déjà, c'est Vinci qui réalise les travaux, on a déjà creusé les amorces des 2 tunneliers qui vont passer à travers la gare. Donc en haut à gauche jusqu'en bas à droite, c'est la ligne 15 Sud qui passe en dessous. Et par-dessus passera le tunnelier ou les rails de la ligne 14 Sud.
et à peu près en même temps. Donc il y a une phase de gestion de l'organisation du travaux qui est assez intéressante. Alors fort heureusement, nous sommes maîtres d'œuvre des 2 tronçons de ligne. Fort heureusement, c'est un peu le hasard des choses, c'est la même entreprise qui réalise. Il y a juste 2 maîtres d'ouvrage différents. Sur la 14 Sud, c'est la RATP, et sur la 15 Sud, c'est la Société du Grand Paris. Et c'est à nous de faire causer ces gens-là entre eux. Alors peut-être que le plus grand morceau de bravoure du Grand Paris tel que je voulais exposer, c'est la gare d'Éole à la Défense. Et vous allez voir que votre directrice, la directrice de l'école des ponts, a joué un rôle clé dans le dispositif. Alors, voilà le secteur de la Défense, tel qu'on le voyait à l'origine du projet. Il y a des tours qui se sont construites, hein, celles qui sont en blanc là sont des tours qui n'étaient pas construites. Certaines se sont construites. On en a réalisé 2, celle de la tour Majinga que vous voyez à peu près au milieu en bas, la tour des 2 que je vous montrerai tout à l'heure à droite. Il y en a d'autres qui ne se sont pas construites, notamment la tour phare qui est à côté du CNIT, a été remplacée depuis par la tour, c'est pas la tour Signal, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, mais une tour que nous réalisons aujourd'hui dans un mode très très différent. Bon, et là-dedans, il faut faire passer, alors ça c'est la partie en surface, mais en dessous, et notamment sur l'axe historique qui va jusqu'à Paris, il y a le RER A, il y a la ligne 1 du métro, il y a un paquet de voiries souterraines, transversalement il y a le Transilien T2, il y a le Transilien, il y a le tramway T2, il y a toute une série de bus qui circulent à cet endroit-là, et tout ça, ça converge vers ce qu'on appelle une salle d'échange. Une salle d'échange que vous voyez, alors qui est dessinée en bas, tout à fait en bas de ce plan-là. C'est une salle d'échange en souterrain, hein, sous l'esplanade de la Défense, dans laquelle il y a toutes ces correspondances entre le RER A, la ligne 1 du métro, etc., etc. Et il nous fallait placer une nouvelle gare. Pour vous fixer les dimensions de cette gare, c'est la tour Montparnasse, 200 mètres de haut, 30 mètres de large, 15 mètres d'épaisseur peut-être, que vous allez enficher quelque part sous la Défense. Les dimensions, c'est la tour Montparnasse que vous mettez à l'horizontale sous la Défense. Il n'y a pas beaucoup de place. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de place. En fait, il y avait 2 endroits où on pouvait le faire. Alors, oui, voilà, il y a le pointeur qui est là. C'est ici, sur l'emplacement du boulevard Magenta, ou sous le CNIT. En haut à droite, là, vous voyez, il y avait largement la place, c'était facile. Il suffisait de creuser. D'ailleurs, il y a un trou à cet endroit-là pour lancer le tunnelier qui va jusqu'à la gare Saint-Lazare aujourd'hui. Ça s'appelle un puits d'accès, pas un trou, hein, un puits d'accès. Ou sous le CNIT à la Défense. Donc vous reconnaissez le CNIT. Le CNIT, vous voyez, c'est cette grande voûte qui fait 200 mètres de portée, qui a été construite dans fin des années 50, 57, je crois, à peu près au même moment que la CETEC est née. On n'avait rien à voir là-dedans. C'est une structure en béton armé. Enfin, quand je dis armé, c'est à peine armé. Il y a des aciers de diamètre 6. Alors, ça vous dit pas encore grand-chose, mais c'est quasiment pas armé. Des parois très minces, ce sont des caissons de parois très minces, 6 cm d'épaisseur. Personne, aujourd'hui, n'oserait faire un truc pareil. C'est contre les normes, contre les standards, etc. Personne n'oserait faire ça. Alors, mettre une gare en dessous qui fait 200 mètres de long, il y en a beaucoup de gens qui ont tremblé à cette idée-là. Mais c'était le programme. Et c'était la seule chose intelligente à faire, et vous remercierez votre directrice d'avoir poussé à ce moment-là. Elle était à l'époque patronne du STIF, qui est aujourd'hui devenu Île-de-France Mobilité. Pourquoi c'est la seule chose intelligente à faire? Parce que il y a un délai minimal pour les correspondances. Si vous mettez la gare en haut à droite, il y a 6 à 7 minutes de transfert. C'est quelque chose qu'on acceptait. C'est le long couloir que vous avez à Montparnasse quand vous changez des grandes lignes. Vous connaissez? Qu'est-ce qui connaît? Vous connaissez, hein, voilà. C'est horrible. Donc, remerciez votre directrice parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir avoir des correspondances intelligentes. Bon, cela dit, si on veut le faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le programme. Ce que j'ai cherché des positions possibles. Donc, programme, c'est faites-moi une gare à la Défense
avec un minimum de temps de parcours jusque à la salle d'échange du RER A, de la ligne 1 et des autres systèmes de transport. Ça, c'est le programme. C'est un programme minimaliste. Hein. Après, il y a des études de faisabilité. Les études de faisabilité, c'est trouver les emplacements possibles et examiner leur faisabilité. Je ne parle pas de coût à ce moment-là, mais un budget très approximatif, parce qu'on est incapable de chiffrer quelque chose à ce moment-là. Même plus tard, c'est compliqué, donc à ce moment-là, c'est très très difficile. Et puis après, donc une fois qu'on a fait cette étude de faisabilité, il y a une décision du maître d'ouvrage qui dit on va faire la gare à cet endroit-là. Et on fait un nouveau programme qui est donné à un maître d'œuvre, et le maître d'œuvre, il reçoit comme cahier des charges, faites-moi une gare, voici les quelques sondages géotechniques qu'on a fait à cet endroit-là, voilà l'espace dont vous disposez, faites-moi une gare à cet endroit-là. Donc on n'y va jamais tout seul, on peut y aller avec d'autres ingénieries, mais surtout on y va avec un architecte. Dans le monde du bâtiment, c'est toujours l'architecte qui est mandataire, qui est devant, c'est lui qui conçoit, qui pose les grands espaces, et nous, derrière, on rend les choses faisables, on rend les choses possibles, on imagine la structure, puis après on imagine les équipements techniques, la ventilation, l'électricité, etc. Pour une gare ou pour des infrastructures, c'est un peu l'inverse. C'est un dialogue qui est beaucoup plus équilibré entre ingénieurs et architectes. C'est souvent l'ingénierie qui passe devant pour dire voilà ce qui est faisable et voilà comment on peut le faire, on peut imaginer le réaliser. Et donc là, en l'occurrence, les contraintes qui s'imposaient à nous, c'est on est forcément sous le CNIT. On va essayer de se mettre à des endroits qui ne sont pas trop dangereux pour le CNIT. Alors, pour vos profs de prépa, j'avais fait cette petite démonstration. Voilà le CNIT, hein, ça repose sur c'est un tabouret à 3 pieds. C'est une voûte. Donc quand la voûte appuie, eh ben, les pieds ont tendance à s'écarter. Jusque-là, vous comprenez. Donc pour éviter que les pieds s'écartent, il y a des tirants, ce sont des câbles de précontrainte hein, qui lient chacun de ces pieds, les pieds 2 à 2. Ces câbles, en plus, ils sont déviés dans le sol parce qu'il faut bien pouvoir passer à certains endroits. Ils ont été construits dans fin des années 50. On pense qu'ils sont en bon état. Pour sécuriser ça, il y a une dizaine d'années, Freycinet a construit des butées derrière ce qu'on appelle les culées, c'est-à-dire les butoirs de la voûte, de façon à ce que si les tirants lâchent, la voûte descende un petit peu. La voûte, elle respire. Elle monte, elle descend d'une vingtaine de centimètres en fonction de la température. Vous ne le voyez pas, mais dans l'amplitude journalière, c'est à peu près ça. C'est assez flexible, une voûte de 200 mètres de portée. Et donc, il faut se mettre là-dedans. Il faut aussi rester absolument dans une couche de calcaire qui fait 10-15 mètres d'épaisseur. Donc qui descend pas trop bas, parce qu'en dessous, il y a ce qu'on appelle des sables de cuise. Vous verrez ça dans vos cours de géotechnique. Et les sables de cuise, c'est épouvantable pour construire une gare. Il y a de l'eau en plus, donc dès que vous creusez là-dedans, il y a ce qu'on appelle des renards, donc du sable qui remonte. Votre fouille est inondée et vous savez plus quoi faire. C'est très difficile après de récupérer. Donc on doit absolument rester dans cette couche de calcaire. On peut faire des tunnels dans le sable de cuise, mais pas des gares. Pas des gares à ciel ouvert. Ça ne tient pas tout seul. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de se mettre au plus haut. Et au plus haut, c'est juste sous le parking du CNIT. Il y a 5 étages de parking. Alors, le CNIT, au départ, c'était une grande halle qui était vide. Et puis, dans les années 80-90, elle a été remplie. Il y a plein de choses dedans. Il y a un hôtel Hilton, il y a des magasins, il y a une Fnac, il y a l'ESSEC qui est là-bas. Enfin, c'est plein à craquer. Et il y a 5 étages de parking. Donc, on s'est mis en dessous, sous le parking, et on s'est dit, on va faire la gare là-dessous, en ce qu'on appelle sous-œuvre. Alors sous-œuvre, ça veut dire qu'on va creuser sous ces poteaux-là sous les poteaux du parking, pour pouvoir dégager un grand espace pour construire la gare. Alors, aussi grand que possible, on a le droit de mettre des poteaux dedans pour descendre les charges. Mais le problème, c'est que le parking, lui, il a des poteaux tous les 7 mètres, en gros, 7-10 mètres. Chacun de ces poteaux, il y en a 200 dans l'environnement de la gare. Chacun de ces poteaux porte entre 600 et 1000 tonnes. Il y a tout ce qu'on doit soulever, ça pèse 160 000 tonnes.
Et donc, il faut pouvoir reprendre la charge qui descend de chacun de ces poteaux. Mais évidemment, dans une forêt de poteaux, vous ne pouvez pas faire passer la gare en dessous. Donc, il faut écarter les poteaux d'une certaine façon, faire des portiques. Et c'est la façon de faire des portiques. Si vous voulez deviner ces poteaux, vous voyez les lignes qui descendent. On voit, alors je vais essayer de vous le pointer. Je suis un peu daltonien, donc je le vois pas forcément. Mais vous voyez, en haut de la gare, il y a un toit. Hein, c'est une dalle de reprise qui fait 2,50 m d'épaisseur et sur lequel se poseront plus tard les poteaux existants. Et en dessous, mais avec un espacement beaucoup plus grand, 2 fois plus grand, dans chacune des directions, c'est-à-dire qu'il y en a 4 fois moins, des gros poteaux qui, eux, reprendront donc de l'ordre de grandeur de 4000 tonnes. Et entre ces grands poteaux, là, on pourra faire passer la gare. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, évidemment, travailler en race campagne, on fait un trou et on construit la gare mais là, on travaille à la petite cuillère sous la gare existante. Donc voilà les fameux poteaux. Alors le pointeur, je le vois toujours pas, mais en haut à gauche, vous avez une vignette, une photo, dans laquelle les poteaux ont été enserrés, comme une mâchoire, précontrainte transversalement, et les charges reportées sur des appuis provisoires. Ce sont les micropieux que vous voyez là. Les micropieux, pour qu'ils ne flambent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se déforment pas sous la charge verticale, on les enserre dans un caisson en béton. Voilà. Et donc, on écarte d'une certaine façon le poteau, on le prend, et à partir du moment où il y a des fondations provisoires, on coupe la fondation. On a terminé de couper les 200 pieds de poteau il y a quelques semaines. On a poussé un grand ouf de soulagement. En dessous, de part et d'autre, de temps en temps, on construit un autre puits, d'autres puits que vous voyez en bas sur la vignette, en bas à gauche. Ce sont des colonnes en fait, beaucoup plus importants, qui vont prendre les fameuses 4000 tonnes. Et entre les deux, on va commencer à couler une dalle de béton qui fait 2,50 m d'épaisseur et qui va permettre, une fois qu'elle sera construite, posée sur les appuis définitifs, c'est-à-dire les grosses colonnes, on va pouvoir redescendre les poteaux parce que pour l'instant, on les a remontés de quelques millimètres. Donc tout ça, évidemment, ça se gère par ordinateur. Il y a beaucoup de calculs de structure qui est à l'intérieur et beaucoup de sens de l'ingénieur pour ne pas faire des grosses bêtises. Et on a une bonne assurance. À droite, ce que vous voyez, c'est une tranchée qui a été faite dans les niveaux de parking et qui va permettre de faire une grande remontée commerciale, parce que maintenant une gare, comme un aéroport, au fond, ça devient un grand centre commercial. Et donc on remontera dans le CNIT par l'intermédiaire de cette grande tranchée, avec des magasins tout autour, un peu ce qui a été fait à la gare Saint-Lazare. C'est un peu la mode d'aujourd'hui. Bon. Les enseignements là-dedans, c'est qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de sciences de l'ingénieur là-dedans que vous allez voir, et beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on peut faire. Dans les grands bâtiments, alors évidemment, je vous montre que des très belles photos. Ça a épaté les profs de prépa, ce genre de. Ça, c'est la fondation Louis Vuitton. Alors là, évidemment, c'est pas nous qui inventons un truc comme ça. Ça a été imaginé par Frank Gehry, un architecte un peu hors norme au fond, qui fait beaucoup de bâtiments qu'on pourrait appeler déstructurés. Il n'y a aucune logique structurelle dans ce bâtiment-là. Tout tient en force. On reçoit, au départ d'un projet comme ça, on reçoit une espèce de cahier des charges de l'architecte qui est une maquette numérique. Enfin, c'est un truc qui a été digitalisé. Il a fait un modèle et puis il l'a digitalisé. On reçoit ça en 3D et on nous dit construisez-moi ça. Et après, il y a des gens qui se passionnent pour ce sujet-là, qui restent 7 ans entre les études et les travaux, et des ingénieurs qui grandissent avec ce type de projet et qui deviennent des gens formidables. Alors tous les autres deviennent des gens formidables, mais des gens qui sont passés par des projets comme ça en ressortent véritablement grandis. Après, c'est difficile de les faire travailler sur du logement classique ou sur du bâtiment de bureau. Quelques autres images de bâtiments. La tour D2 dont je vous parlais tout à l'heure, qui était peut-être une des premières avec une structure métallique résille. Souvent, nos bâtiments en France, nos grands bâtiments de grande hauteur sont souvent en béton. Depuis quelques années, on commence à mettre des résilles extérieures autour du cœur du voile central de béton. On met des résilles métalliques extérieures, comme dans cet ouvrage-là, qui participent à la tenue de l'ouvrage, à la tenue verticale et transversale de l'ouvrage.
On commence à faire beaucoup de choses en bois aujourd'hui. Ça, c'est la grande tendance, dans un esprit tout à fait nouveau. Donc ça, c'est le tribunal de Paris. Encore une fois, je vous le montre parce qu'il a été fait dans un contexte encore différent. Ça, c'est ce qu'on appelle un partenariat public-privé, où celui qui prend la main, c'est quelqu'un qui a un logo Bouygues sur son casque et qui est maître d'ouvrage et qui confie à une ingénierie, un architecte et une ingénierie la conception. Alors l'architecte en l'occurrence c'est Renzo Piano, celui du centre Beaubourg. Et c'est un bâtiment qui est tout à fait unique parce que dans ce bâtiment se croisent trois types de personnes: les magistrats, les condamnés ou en tout cas les inculpés et le public. Et ces trois catégories de personnes ne se croisent à aucun moment dans ce bâtiment-là. Donc, il y a des circulations différentes, il y a de la ventilation différente, il y a des systèmes de sécurité différents pour chacun de ces trois. Voilà. Donc voilà quelques images. Pour les images, je vais m'arrêter là. Et je reviens sur le sujet de base. Au fond, à quoi ça sert ce que vous allez faire dans ces 2 ou 3 années qui sont devant vous, ces 3 années, pardon, qui sont devant vous. En quoi les sciences, quelles sont les sciences que nous utilisons dans l'ingénierie? Il y a beaucoup de formes d'ingénierie. Je vais me cantonner à celle de la construction. J'oublie le transport, j'oublie l'environnement, mais tous ces sujets-là sont également très scientifiques. Et au fond, légitimement, vous pouvez vous poser la question quand Sophie Mugard vous a dit il y a des grands anciens de cette maison qui sont passés avant vous, qui ont laissé une trace dans l'histoire scientifique. Dans le message, il y avait à vous de prendre le relais. Mais ces gens-là, ils étaient quand même beaucoup du 18e, du 19e et du début du 20e siècle. Vous êtes dans l'amphi Cauchy. Qui connaît la date de naissance de Cauchy? C'est marqué là, c'est marqué à l'entrée de l'amphi. C'est une date facile à retenir, l'année de naissance, 1789. D'accord? Moi, je ne le savais pas avant de rentrer dans l'amphi, mais je l'ai regardé. Donc, tout ça pour dire, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des sciences, est-ce que tout ça, c'est pas un peu passéiste? Et est-ce qu'il n'y a pas des sciences disruptives qui vont venir écarter tout ça et remplacer les sciences que vous allez apprendre en première année par des sciences radicalement nouvelles? Donc, est-ce que ce que vous allez faire sert à quelque chose? C'est la question que je ne dévoile pas. Enfin, j'ai un avis que je vais vous donner dans un instant. Alors, en quoi on utilise la mécanique des milieux continus chez nous? Évidemment, pour faire des calculs de structure, pour faire de la géotechnique. Alors, en géotechnique, on a beaucoup tendance à faire de l'analyse qu'on appelle déterministe, c'est-à-dire je connais les paramètres, je sais les paramètres, et à partir du moment où je connais les paramètres, je sais faire des calculs. Il y a des endroits, et en particulier la géotechnique, où connaître les paramètres d'entrée, c'est très difficile. Parce que vous n'avez pas accès, vous n'avez qu'un nombre limité de sondages, parce que ces sondages ont forcément des erreurs, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de paramètres d'incertitude là-dedans. Ce que je vous encourage à faire, c'est de jeter un œil à des méthodes probabilistes pour vous initier un petit peu à ça. Et si possible, j'espère que, je ne sais pas comment est fait aujourd'hui l'enseignement des probabilités à l'école des ponts, mais moi je l'ai vraiment découvert aux États-Unis, en 3e année de l'école des ponts, avec une approche très pragmatique. Pas moins mathématique certainement que celle qu'on peut faire en France, mais beaucoup plus pragmatique. Et j'ai au fond découvert ce sujet-là, et introduire du doute ou de l'incertitude dans votre pensée, c'est vital dans un raisonnement d'ingénieur. Alors on fait de l'analyse. Il se trouve que chez CETEC, je pense qu'on est une des dernières ingénieries en France à le faire, peut-être avec EDF. On développe nos propres logiciels de calcul. Je pense que Pythagore doit être installé à l'école des ponts. C'est notre logiciel de calcul de structure. En tout cas, on donne des cours avec. C'est avec ça qu'on fait tous nos calculs de grands ouvrages. C'est également vrai dans le domaine de la géotechnique. On vend même ces logiciels de géotechnique. On le fait également dans le domaine de l'hydraulique. Donc, il y a dans le domaine de l'hydraulique et dans le domaine de l'aérolique. Je vous montrerai un exemple. Alors évidemment, on ne développe pas tout. On s'appuie sur des logiciels existants et notamment dans ce qui concerne les maquettes numériques, le Beam of Information Modeling. Ça, on ne va pas reconstruire des logiciels qui existent sur le marché. Par contre, on les interface. Et ce que je vous encourage à faire,
même si vous n'êtes pas un grand amoureux ou amateur d'informatique, c'est de développer vos petites routines, vos tableurs Excel quand vous commencez à travailler dans vos cours, parce que c'est comme ça que vous allez voir comment les formules que vous apprenez se mettent en œuvre et quelles sont leurs limites, comment de façon très pratique ça se met en œuvre. Et ça, c'est très très instructif. Le patron d'Ingrid Bertin qui est là-bas, qui est aujourd'hui donc le patron de CETEC TPI, la branche construction de la maison CETEC. Il est arrivé chez CETEC il y a une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Il a commencé à travailler en développant le module de Pythagore, notre logiciel de calcul, sur le voilement des coques du tablier de Millau. Oui, le voilement des coques, c'est les instabilités de plaques et de coques. Donc, il a développé ça. Et pour nous, c'est une phase d'apprentissage très importante, comme la phase de chantier est une phase très importante d'apprentissage du métier de l'ingénierie de la construction. Pardon. Donc quelques illustrations également dans le domaine de la mécanique des fluides. Alors là, on a une société qui s'appelle Hydratec qui développe également ses propres logiciels. Ce sont les experts en hydrologie de rivière, en hydraulique urbaine, donc des systèmes à surface libre ou contraints. C'est également des gens qui ont développé l'aérolique des réseaux unidimensionnels. Donc ça, c'est pour les tunnels. Une des questions essentielles dans les tunnels, en phase de construction ou en phase d'exploitation ou en phase de sécurité vis-à-vis des incendies, c'est la ventilation. Et les tunnels, ce sont des systèmes unidimensionnels qui sont maillés, parce que quand vous avez deux tubes, souvent il y a des rameaux entre les deux tubes. Ce que vous voyez là, l'image en haut à droite, c'est le schéma du tunnel sous la Manche, schéma ferroviaire du tunnel sous la Manche. Le petit cercle rouge, c'est le positionnement de l'incendie de 2008. Donc il y a un train avec toute une série de camions qui ont pris feu. Le grand mérite de la conception du tunnel sous la Manche, c'est qu'il n'y a jamais eu une victime. Donc tout est organisé pour que le train s'arrête, qu'on sorte les gens qui sont dans un wagon spécial, les chauffeurs de camions sont dans un wagon spécial, sortent par des rameaux spéciaux qui les amènent dans le tunnel de service et on les évacue par des véhicules spéciaux. Donc tout ça c'est bien géré. En revanche, il y a eu deux phases de reconstruction d'éléments importants. Le tunnel était atteint sur je vais pas dire de bêtises, mais c'est 600 mètres, oui c'est ça. En génie civil sur 200 mètres, sur les équipements ferroviaires 600 mètres. Et donc on a passé 4 mois. Donc le gars là, avec le masque ici, c'est votre serviteur. Et c'était une aventure tout à fait exceptionnelle. Si vous avez l'occasion de faire du chantier en plus de courte durée, où votre seul objectif, c'est de remettre en service quelque chose qui est utile à la connexion entre la France et l'Angleterre, où vous vous sentez pousser des ailes. Et ce chantier-là, il a laissé des marques absolument inoubliables aux gens qui ont participé. C'est un des rares chantiers où j'ai vu tout le monde tirer dans le même sens, le maître d'ouvrage, nous, le maître d'œuvre et l'entreprise, tout le monde tirait dans le même sens pour remettre le tunnel en service au bout de 4 mois. Vraiment, si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi d'embrayer. Donc, évidemment, sur l'hydraulique, j'ai oublié de mentionner, mais on interface ça avec des systèmes d'information géographique qui sont quand même beaucoup plus parlants que des plans. Donc, vis-à-vis d'un élu, pour lui dire, ben voilà où se trouvera l'inondation avec une période de retour 30 ans, ben voilà, c'est le genre de choses qu'on est capable de montrer et c'est effectivement très parlant. Aérolique, je vous ai parlé de salle blanche, donc dans un milieu industriel. Un des sujets qu'on a, c'est pour des usines de microélectronique, il faut régler la température en permanence à 0,2 degrés près. L'hygrométrie, elle est fixée à quelques pourcents près, même moins d'1%, je crois. Le degré de pureté, c'est-à-dire la quantité de poussière à l'intérieur, est réglé. Alors aujourd'hui, les machines sont autostables, etc. Il y a aussi très peu de vibrations autorisées. Parce qu'on fait de l'imprimerie avec des pistes qui font aujourd'hui aux environs de 12 à 16 nanomètres d'épaisseur. Donc il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de poussière qui doit rentrer là-dedans. Et donc ça, c'est un jeu qu'on opère, on vous donne ce cahier des charges-là, voilà ce qu'on doit obtenir comme résultat. Et si on l'a pas, c'est une obligation de résultat. Si on n'a pas ça, il faut travailler jusqu'au moment où on arrive à ce résultat-là. Donc on a intérêt à réussir du premier coup, et pour ça, évidemment, on fait des simulations. Ça, c'est des simulations d'aérolique, où on va vérifier. Alors, vous avez un système de recirculation, des gros ventilateurs à gauche, des petits ventilateurs sur le toit, qui soufflent l'air, donc ça circule en permanence. Et un des sujets, c'est qu'il faut que ça circule à la même vitesse partout.
Donc pour que ça marche bien, il faut faire des trous dans le plancher, et la taille des trous dans le plancher est réglée avec ce genre de simulation. Évidemment, les trous sont plus grands à droite pour laisser passer plus d'air et plus petits à gauche parce que sinon tout l'air circulerait en boucle fermée à gauche. Donc voilà le genre de jeu. Évidemment, on fait des... Alors ça, c'était sur l'île de la Réunion qu'a cité François tout à l'heure. À cette époque-là, j'étais pas chez CETEC, j'étais côté maîtrise d'ouvrage. Et le sujet me passionnait un peu. Alors j'avais demandé à faire qu'on fasse plein d'études d'études au vent sur les grands ouvrages. Donc en haut à droite, c'est le pont de la Grande Ravine qui, lui, a été réalisé par CETEC. C'est un pont à béquilles avec un effet d'arc surbaissé. Si vous avez des questions, je reviendrai dessus. Mais ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le comportement au vent de ces ouvrages-là. Alors ça a servi pour le projet, et puis ça a alimenté mon cours de dynamique avancée que j'ai fait avec Alain Péquer pendant quelques années. Donc il y a quelques-uns de vos anciens qui ont souffert sur les courbes de droite pour établir, pour vérifier, pour voir quand peuvent se produire des instabilités de type flottement aérodynamique sur des ouvrages de ce type-là. Je crois qu'il y a une question de portée du truc. Alors, je disais tout à l'heure, effectivement, ce sont des sciences qui datent du 18e, 19e et début du 20e siècle. Terzaghi, pour la géotechnique, ça s'arrête en gros au milieu du 20e siècle. Alors, est-ce qu'on n'a rien fait depuis? Non, évidemment. Il y a eu beaucoup de progrès, de connaissances sur les matériaux. On parle maintenant de fluage du béton, de relaxation des aciers, ce qu'on ne faisait pas au début du 20e. Les technologies ont beaucoup évolué. Les modèles physiques se sont très largement précisés. Il y a des outils mathématiques que vous allez voir en première année, les méthodes variationnelles, qui sont absolument essentielles à la résolution de tous nos problèmes. Il n'y aurait pas d'éléments finis sans les méthodes variationnelles. Donc il y a des méthodes numériques d'approximation, je viens de citer les éléments finis, mais il y en a plein d'autres. Il y a des algorithmes de résolution qui ont beaucoup progressé, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle. Il y a des calculateurs, etc. Donc tout ça, ça nous amène à des ouvrages qui, la plupart du temps, sont robustes, sont fiables. Pourtant, il y en a qui s'effondrent. Pas beaucoup, hein. Très sincèrement, il y en a quand même pas beaucoup qui tombent. Il y en a quelques-uns qui tombent en phase de construction. Il y a eu un pont en phase de construction en Colombie qui s'est effondré. Là, on est en train de retravailler dessus avec EFH pour voir comment le reconstruire sans faire les mêmes erreurs. Il y a un pont en Floride qui s'est effondré en phase de construction, une passerelle au-dessus d'une route. Il y a eu quelques morts à chaque fois, 11 morts en Colombie, quelques-uns, j'ai oublié combien, en Floride. Il y a eu l'accident de Roissy 2E, de la jetée du terminal 2E. Ça, vous étiez déjà né, je pense. Alors, je nommerai personne, mais on sait ce qui s'est passé. Ce que je regrette dans notre profession, c'est qu'on n'en parle pas. On sait ce qui s'est passé. Nous, on a fait l'expertise après l'effondrement. On n'était absolument pas ni concepteur ni quoi que ce soit, mais on a été appelé pour aider en l'occurrence, Aéroport de Paris à faire l'expertise. On sait ce qui s'est passé. C'est un bête problème de poinçonnement. C'est un buton qui arrivait sur une croisée de deux poutres en béton. Et dans les faits, pour traiter les problèmes de poinçonnement, on met un ferraillage spécial qui s'appelle un ferraillage de frettage. Vous allez le voir dans les cours de béton armé. Et ce truc-là, il a été oublié par le concepteur, ça n'a pas été vu par l'architecte, ça n'a pas été vu par Aéroport de Paris, ça n'a pas été vu par le constructeur, etc., etc. Donc j'ai cité personne si ce n'est le maître d'ouvrage, mais c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse pas en parler. Moi, je pousse beaucoup, et si vous pouvez m'accompagner dans cette démarche-là, qu'on puisse échanger non seulement sur les très belles photos que je peux vous montrer, mais aussi sur nos bêtises, sur nos erreurs. Je pense qu'on apprend toujours beaucoup plus au fond de ces erreurs que des grands trucs qu'on a réalisés et qu'on oublie. Donc ça, c'est clairement de l'erreur humaine, c'est une erreur de conception. Et il y a un autre pendant qui est, aujourd'hui on construit peut-être un petit peu moins, le grand... ce qu'on fait en France beaucoup. Alors à l'international, on construit beaucoup. Il y a des endroits dans le monde où on continue à construire beaucoup. En France, on est déjà très équipé, et le sujet principal, ça va être l'entretien, la régénération du réseau. C'est déjà le cas dans le ferroviaire. Notre job principal dans le ferroviaire aujourd'hui, c'est de régénérer le réseau. Donc, et pour faire ça, il faut le régénérer, l'entretenir au bon moment. Et pour ça, toutes nos sciences du 18e, 19e et du 20e siècle, elles sont un peu limitées.
parce qu'elle nous aide bien à définir des ouvrages sur une feuille blanche à partir d'un terrain vague, mais un ouvrage existant que vous regardez pour la première fois, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a vécu, pardon, vous ne savez pas ce qu'il a enduré, et vous ne savez pas dans quel état il est. Donc un des vrais sujets aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe dans les ouvrages et de pouvoir interpréter des signaux faibles. Et ces signaux faibles, au fond, ils nous sont apportés par un changement de paradigme, une vraie révolution qui arrive. Et je suis très heureux de savoir que vous allez avoir des cours sur ces sujets-là. D'où vient ce changement de paradigme? D'abord, on a un afflux massif de données. Alors, c'est pas uniquement vos téléphones portables qui donnent une quantité de données, qui disent à Amazon, à Google, tout ce que vous désirez avant même que vous le sachiez. Mais on peut aussi mettre des capteurs qui coûtent rien, quelques euros, qui communiquent très peu, parce que quand on a besoin d'une température, quand on a besoin d'un degré d'hygrométrie, quand on a besoin d'une déflexion, ben on n'a pas besoin d'envoyer une information toutes les milliardièmes de seconde. Une information toutes les heures, ça suffit largement. Et donc ça fait 1 octet, 2 octets par heure. Et donc on a besoin de très peu d'informations et des réseaux bas débit. On n'a pas besoin de 5G en gros. Des réseaux bas débit de type Sigfox ou LoRa permettent largement de communiquer et de façon très sécurisée. Donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Dans mon bureau, j'ai un petit capteur de température, je vais vous en montrer. Et donc on a cette information qui est pas chère et qui est abondante. De plus, il y a une vraie tendance aujourd'hui à partager. Ce qu'on appelle l'open data, tous les maîtres d'ouvrage publics se doivent aujourd'hui, et je crois que c'est même dans la loi, se doivent de partager leur information et de la rendre accessible à tout le monde pour les usages qu'on voudrait bien en faire. Voilà. Alors ça, c'est un premier sujet de la donnée abondante. Deuxième sujet, c'est qu'on a aujourd'hui mis en place ou trouvé des algorithmes et des systèmes d'architecture informatique qui permettent de stocker de la donnée et de la traiter de façon, je ne vais pas dire infinie, mais infiniment extensible. Les jeunes appellent ça scalable. Un superbe néologisme qui veut dire que vous pouvez étendre le nombre de données que vous mettez dans votre lac de données de façon infinie, ou presque. Et puis, il y a des algorithmes qui datent au fond des années 1980, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Alors, il y a quelques algorithmes supplémentaires qui sont venus se greffer là-dessus, le backpropagation en particulier, qui permettent aujourd'hui de traiter très efficacement ces données. Alors, pour faire de la prédiction, quand je suis Amazon, je sais ce que vous avez acheté par le passé, je sais que votre voisin qui vous ressemble a acheté il n'y a pas longtemps, donc je sais que vous allez le faire prochainement. Je sais que vous allez acheter le même bouquin ou acheter le même livre ou le même film. Donc ce sont des modèles prédictifs. Je sais aussi, avec mes outils aujourd'hui, prédire le comportement de mon bâtiment en termes d'infrastructure, en termes de structure, en termes de consommation électrique, en fonction de ce qu'il a consommé ou de la température qu'il fait à l'extérieur. Ça, je sais le prédire. Je ne sais pas l'expliquer. Je suis incapable de vous faire un cours pour vous dire voilà ce que me donne mon algorithme d'intelligence artificielle, voilà pourquoi il me donne ça. Avec Saint-Venant, avec Terzaghi, avec Bernoulli, oui, je sais vous expliquer les choses. C'est pas pour autant que je comprends la physique qui est derrière, mais je sais vous expliquer les choses. Donc ces algorithmes-là, ils sont prédictifs, ils sont pas explicatifs et ils sont pas créatifs non plus. Il n'y a pas un de ces algorithmes qui aurait été capable d'imaginer la façon dont on a repris les poteaux en sous-œuvre sous le CNIT. On sait faire ce qu'on a déjà fait, ou on sait adapter un peu ce qu'on a déjà fait, mais on ne sait pas créer quelque chose de totalement nouveau. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant sur le fait que les cours que vous allez suivre en première année vont vous servir par la suite. Et j'ai plutôt tendance, chaque fois que j'en parle, à ne pas opposer ces sciences du 18e, 19e et début du 20e siècle aux sciences modernes. Par contre, je pense qu'elles se complètent et qu'on aurait tort de sous-estimer la nouvelle vague qui arrive des sciences de la donnée et dire moi je sais très bien faire mes calculs, c'est robuste, ça tient depuis très longtemps. Je pense qu'en particulier pour la régénération du réseau existant, pour la connaissance de l'état de mon parc de routes, d'autoroutes ou de ferroviaires, je suis confiant que ces sujets-là vont apporter beaucoup. Alors, dans quoi est-ce qu'on les utilise aujourd'hui? Dans les modèles de trafic.
Vous avez en haut à gauche le modèle de trafic qu'on a fait il y a une quinzaine d'années pour le Grand Paris Express. Donc ça, c'est en gros combien de personnes sortent et entrent dans les gares à l'heure de pointe le matin ou le soir. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les données de vos téléphones portables, on les achète chez SFR, chez Bouygues, chez Orange ou chez d'autres, et puis on les rapatrie et on fait notre exploitation à partir de ce grand nombre de données. On n'a plus besoin d'aller sur le terrain. On complète évidemment ces données-là en allant sur le terrain, en demandant pourquoi vous vous êtes déplacé de là à là. Comme les données numériques qu'on récupère, elles sont anonymisées, évidemment, on ne sait pas pourquoi les gens se sont déplacés de tel endroit à tel endroit. Et du coup, on peut faire de l'ajustement des feux des feux de circulation. On peut agrandir ou voir s'il est nécessaire, qu'est-ce que donnerait effectivement l'élargissement de telle ou telle route, ou au contraire le rétrécissement de tel ou tel moyen de transport. On le fait également dans le domaine de l'efficacité énergétique, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai dans mon bureau, il y a un peu partout chez nous, à titre expérimental, des capteurs de température, et tout ça, ça se rapatrie sur mon téléphone portable. Et c'est une information que j'avais pas avant. Même si j'allais voir mon manager, mon energy manager, qui est une société de prestations extérieures, je lui dis, donnez-moi la température, démontrez-moi que vous travaillez bien. C'est des gens qui sont pas toujours tentés de vous donner toute l'information. Là, je la récupère pour pas grand-chose. Je l'analyse et dans des domaines très variés, de température, hygrométrie, qualité de l'air, vibratoire éventuellement, l'énergie, combien je dépense en électricité, en gaz, en eau, etc. Et puis, qu'est-ce que j'en fais? D'abord, je restitue l'information au client final, c'est-à-dire moi. Pas uniquement l'energy manager, mais moi. Donc je sais effectivement si, ils ont oublié la clim le week-end dans mon bureau. Je peux aussi structurer l'information de façon à pouvoir l'étendre à l'infini. On fait une expérience sur quelques magasins, on met des capteurs dans ce magasin-là, et on équipe après tous les magasins Carrefour de France. Donc ça, il faut une architecture informatique, ça s'appelle du big data, on utilise évidemment des technologies cloud. Et puis après, on a une palanquée d'informations et le risque, c'est d'être noyé dans cette information. Donc soit on met des techniciens, des ingénieurs débutants et on leur dit regarde ce qui se passe sur telle courbe et regarde s'il n'y a pas une aberration de consommation d'énergie. Ça, c'est ennuyeux. Donc on a envie de confier ça à une machine. Et confier ça à une machine, c'est aujourd'hui mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle avec de l'apprentissage, c'est-à-dire je peux apprendre à la machine à repérer des anomalies, ou je peux lui dire débrouille-toi et trouve des anomalies. J'espère que vous allez voir ça dans vos cours d'intelligence artificielle. Mais on peut faire ça pour voir s'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent, repérer, mettre le nez dedans, et puis donner le conseil qui va bien à l'energy manager. Et donc, de ce fait, on remonte d'un cran le niveau de conseil qu'on peut faire. On va non plus s'attarder à regarder les courbes, mais on va effectivement s'attarder sur des sujets bien particuliers, un peu plus compliqués, et on va laisser la machine travailler sur des choses simples. On le fait également dans la surveillance des ouvrages. Le petit capteur la boîte que vous avez là-haut, en haut à gauche, c'est un capteur, c'est une plateforme en fait informatique qui récupère tout type d'informations, de capteurs. Ça peut être de température, d'hygrométrie, d'inclinaison. Il y a une petite caméra qui est vissée devant la fissure, et on regarde une fissure respirer. C'est beau, une fissure qui respire. Vous avez déjà vu une fissure respirer? Elle bouge, la fissure, elle s'ouvre et elle se ferme en fonction de la température, de la poussée sur la paroi qui est derrière. Donc, on la regarde et on corrèle cette ouverture de fissure avec d'autres éléments, la température, pour dire voilà ce qui se passe. Donc, on commence à essayer de comprendre ce qui se passe sur les ouvertures de fissures en fonction de ces choses-là. Donc on a bien sûr mis en place des drones il y a une dizaine d'années pour aller inspecter nos ouvrages. Et puis ce qu'on arrive à faire avec tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des clones numériques. Donc on a un parc d'ouvrages, pas forcément le V du demi-haut, mais on a un parc d'ouvrages et on récolte petit à petit de l'information. Jusque-là, cette information, elle dormait dans des tiroirs, elle s'empilait dans des tiroirs, c'était du papier, de temps en temps c'était de l'informatique, mais il n'y avait pas de moyen de rassembler tout ça sur des bases de données informatives. Et aujourd'hui, on a des maquettes numériques sur lesquelles on peut brancher tout ça et se dire, voilà, ma connaissance de l'ouvrage,
qui est peut-être incertaine. C'est pour ça qu'il peut y avoir des zones de flou. C'est très difficile de dessiner le flou sur une maquette numérique. Mais il peut y avoir des zones de flou. Et puis, je vais faire quelques investigations complémentaires où, par comparaison avec des ouvrages qui ont connu telle histoire, je sais que cet ouvrage-là, il va connaître des défauts, de la fracture, de la fissuration, développer de l'alcali-réaction, etc., etc. Donc on peut faire du prédictif et surtout faire de ce qu'on appelle de l'asset management ou de la gestion de parc de façon prédictive et intervenir là où c'est pertinent et quand il faut le faire. De fait, c'est sûr que la question qu'on se pose dans notre ingénierie, quand on veut montrer nos muscles, c'est on est plus grand que les autres, on a fait des ouvrages plus beaux que les autres, mais je pense que votre génération, elle apporte quelque chose de nouveau. Elle nous dit, c'est bien, mais il faut aussi faire mieux. Et plus exactement, quand moi je suis rentré dans ce métier-là, je m'étais dit, alors j'ai mis du temps à formuler ça, hein, mais je m'étais dit, pourquoi j'ai choisi de rentrer dans les métiers de la construction, pourquoi j'ai choisi de rentrer à l'école des ponts. Vous avez peut-être eu cette même idée-là. Moi, j'y suis rentré pour laisser une trace utile, intelligente et si possible élégante dans le paysage. Mais je reconnais que c'est une forme de vanité. Hein. C'est une forme de vanité. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir de voir cet ouvrage qui a été construit à La Réunion. À l'époque, j'étais maître d'ouvrage, il était réalisé par CETEC. Et je me souviens avoir été sur les bords du gouffre, il y a 170 mètres de profondeur. Si vous connaissez, qui connaît La Réunion? Bon, ça même c'est la route des Tamarins. Donc à l'époque, j'étais côté maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est l'ouvrage de la Grande Ravine. Et c'est vrai que quand vous circulez là-dessus, non seulement moi je trouve ça chouette. Alors c'est peut-être pas le plus beau, mais comme il était fait par CETEC, je le montre. C'est élégant, c'est utile parce que effectivement ça permet aux gens de circuler. Et il y a des très gros sujets de circulation à La Réunion. Et c'est intelligent parce que ça a été placé à une altitude à La Réunion qui permet de faire de l'aménagement du territoire. Pas au bord de la mer, pas entre la mer et puis et les premiers hôtels. Ça a été fait à une altitude à mi-pente à La Réunion pour pouvoir développer les hauts, c'est-à-dire pour pouvoir accepter et accueillir une population qui grandit assez fortement à La Réunion. Donc ça, c'est pour ça que je suis rentré moi dans ce métier. Et puis quand on a fêté les 60 ans de la Maison CETEC il y a l'année dernière, on a fait un concours et on a dit aux jeunes et aux moins jeunes chez nous, imaginez que CETEC fait la une de votre journal favori en 2030 et dites-nous de quoi ça parle. Racontez-nous cette histoire. Et la plupart des histoires, c'était non pas faire l'ouvrage qui laisse une trace utile, intelligente et élégante dans le paysage, ils disent en général, je suis d'accord, je rentre aussi effectivement parce que j'ai vu des belles images sur le catalogue CETEC, mais j'ai envie de sauver la planète. Et ça, c'est votre génération qui l'a porté. Alors, comment est-ce qu'on fait dans nos métiers? Et puis, ils nous disent maintenant, comment est-ce que vous faites pour sauver la planète? Alors, on a des éléments de réponse. Je ne veux pas dire qu'on va sauver la planète, nous. Hein. Je pense qu'il faut rester humble, mais on peut y contribuer de façon un peu intelligente. D'abord, on n'est pas obligé de construire du neuf tout le temps. On peut réfléchir à la régénération, à des nouveaux usages de l'existant. Et en particulier, là, on a répondu récemment à une espèce de concours intellectuel où il fallait réfléchir au nouvel usage des autoroutes franciliennes. Là, le périphérique, la 86, la 104, et puis les radiales, et voir ce qu'on pouvait mettre dessus à la place de mettre un tuyau à bagnole. Remplacer ce tuyau à bagnole par quelque chose qui accepte des transports en commun, à condition de pouvoir y mettre des pôles d'échange, qui s'interconnectent avec le Grand Paris, et ainsi de suite. Donc on peut réfléchir à des choses qui transforment l'existant. C'est vrai dans le bâtiment, c'est vrai dans les infrastructures. Dans le bâtiment, c'est beaucoup de l'efficacité énergétique, ce que j'ai montré un petit peu avant. Et puis c'est ce sur quoi Ingrid, si Ingrid veut bien lever la main. Voilà, ouais, Ingrid, qui fait sa thèse aujourd'hui. Alors, je vais peut-être vous en parler tout à l'heure. Hein. Parlons d'abord de la régénération de l'existant. Quelques exemples. Voilà, vous avez la tour Montparnasse qui a sans doute été peut-être pas l'ouvrage favori des Parisiens.
et qui a bénéficié d'un concours pour sa régénération. Donc, vous avez 300 propriétaires là-dedans qui acceptent que, eh bien, on refasse la tour. Alors, on la surélève un petit peu. Le challenge, c'est de changer complètement la peau, de lui donner un look beaucoup plus moderne. Ça, on est avec un cabinet d'architectes, de jeunes architectes. C'est probablement les futurs Pritzker, qui s'appelle la nouvelle AOM. C'est des gens formidables avec lesquels on travaille, qui ont imaginé ça. Et nous, on doit faire une tour qui est économe en énergie, voire même qui est à énergie positive, qui est moins lourde qu'est-ce qu'elle ne l'était, alors qu'on la rehausse et qu'on l'agrandit. Pourquoi elle doit être moins lourde? Parce qu'en dessous, il y a la ligne 6 du métro et que si on met du poids supplémentaire, la ligne 6 s'enfonce. Voilà. Donc il y a des défis techniques qui sont à l'extérieur de ça. Mais ce que j'ai oublié de dire peut-être tout à l'heure, quand je vous montrais la gare sous le CNIT, c'est qu'il y a des travaux gigantesques en dessous, mais quand vous vous promenez dans les espaces commerciaux du CNIT, vous n'entendez rien. Les gens circulent normalement. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que la bonne ingénierie, quand elle est bien faite, ben, elle se voit pas, elle s'entend pas. Et donc là, c'est pareil, on parlera très longtemps des architectes. Il faut avoir l'humilité de penser, de savoir que on parlera moins de l'ingénierie qui aura rendu ces trucs-là possibles. Alors sur le ferroviaire, bien sûr, on fait de la régénération. Un des ouvrages majeurs qu'on va tenter tout prochainement, c'est pour la première fois, c'est de refaire la caténaire du RERC depuis la gare d'Austerlitz jusqu'à Bretigny, en prenant les clés de la voie tous les soirs à 23 heures et puis en rendant à la circulation le matin à 5 heures. Ça, on n'a jamais fait. Et évidemment, ça demande de réfléchir à des moyens industriels pour pouvoir traiter ces 30 km de voie. On travaille également sur les infrastructures et puis sur les petites infrastructures ferroviaires, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces petites lignes qui sont très peu utilisées? Les électrifier, ça n'a pas de sens. On pourrait mettre éventuellement du bus à condition d'enlever les voies, ou alors éventuellement faire du train à hydrogène parce que ça ne nécessite pas de mettre de l'électrification, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Puis je reviens un petit peu sur l'économie circulaire que traite Ingrid pour vous montrer ce qu'elle est en train d'imaginer. Au fond, on parle beaucoup de recyclage. Quand on a fini un bâtiment, on le démolit, on recycle le béton, on trie les aciers, on refond les aciers, on en fait d'autres. Mais c'est très consommateur d'énergie. Ce à quoi réfléchit Ingrid, et c'est sans doute de la réflexion très amont, c'est est-ce qu'on peut pas jouer au mécano sur des ouvrages neufs en pensant leur déconstruction dans quelques années. Donc Ingrid est en train de faire sa thèse entre l'école des ponts et puis CETEC. Alors c'est sûr que c'est pas facile. On est tiré des deux côtés, mais voilà. Et puis quand on a quelqu'un comme ça dans ses rangs qui imagine des choses un petit peu nouvelles, ben, on est très tenté de l'accompagner. Alors parlons effectivement de quoi on a besoin nous. À quoi ressemble l'ingénieur que j'ai envie d'embaucher demain? Je reviens sur ces questions de compétences. Pour moi, c'est essentiel que dans ce que vous allez apprendre, quel que soit votre métier, construction, télécom, finance, etc., que vous ayez un sens physique des choses. Un sens physique avec, je comprends ce qui se passe, je suis capable de le dessiner. Alors, le petit dessin qui est à droite, là, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est qui connaît Michel Virlogeux. Si vous sortez de l'école des ponts sans connaître Michel Virlogeux, je pense qu'il ne faut pas leur donner le diplôme, hein. On est d'accord. Grand ingénieur qui a conçu un très grand nombre d'ouvrages en France et à l'étranger. Il n'y a pas un pont à câble qui se fait sans qu'il donne son avis dans le monde aujourd'hui. Il a été l'initiateur et puis le concepteur du pont de Normandie, de Millau, voilà, de tous ces grands ponts-là. Et ça, c'est son petit dessin avec son stabilo-boss, qui explique pourquoi le troisième pont sur le Bosphore, dont nous on a assuré l'ingénierie indépendante, pourquoi le troisième pont sur le Bosphore, qui est un pont suspendu, ne peut pas être que suspendu. Il fait dans les, si je dis pas de bêtises, 2 km non, je dis une bêtise, il fait 1500 mètres de portée. Entre les pylônes, il fait 1500 mètres, entre les deux rives du Bosphore, il y a 1500 mètres. Et s'il est uniquement suspendu comme les deux premiers ponts, eh ben, il ne pourra pas supporter la charge qu'il doit supporter, qui est un train lourd, un train de fret. Et vous voyez, quand le train de fret, il entre sur le pont, il déforme le pont. Et à un moment donné, quand il revient sur la partie centrale, il a tellement déformé le pont sur la partie droite qu'il est obligé de prendre une pente qu'il ne sait plus prendre.
C'est bête, hein. Donc on est obligé de raidir le pont, et pour raidir le pont, on lui ajoute des haubans, donc des câbles qui sont très raides, qui sont tendus. Le pont suspendu, lui, il a une chaînette suspendue avec il y a des suspentes accrochées à la chaînette, mais la chaînette se déforme beaucoup, les haubans se déforment très peu. C'est le pylône qui se déforme. Mais comme il est accroché de l'autre côté par des haubans de retenue, il bouge pas, ou très peu. Et donc cette raideur qui est apportée par les haubans permet à l'ouvrage, à terme, de porter ces grands. Et ça, c'est dessiné avec un stabilo-boss. Il y a beaucoup de calculs, des tas de gens qui ont fait des calculs derrière, calculs au vent, calculs au séisme, etc. Mais cette conception-là, ce sens physique-là, un petit dessin, ça vaut mieux que de grands calculs. Donc, compréhension des modèles physiques. Intéressez-vous aux sciences de la donnée. Je pense qu'il y a un vrai sujet, sans oublier la première partie. Et comme évidemment, on ne peut pas tout faire, ce que je vous propose, c'est de laisser tomber, non pas l'existence et l'unicité. Qui est-ce qui a fait de l'existence et de l'unicité de solutions dans des systèmes bien posés pendant 2 ans? Ok. Il y en a quelques-uns qui n'en ont pas fait là-bas. Comment vous êtes rentrés ici? Ok. Alors, l'existence en ingénierie, c'est rare qu'il n'y ait pas de solution technique. Solution aux problèmes humains, parfois il n'y en a pas. Mais problème technique, j'ai jamais vu de problème où on ne trouvait pas de solution, pour lesquels on ne trouvait pas de solution. En revanche, ce qu'on veut pas, c'est une solution unique. On s'ennuie quand il y a une solution unique. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver plusieurs solutions, des alternatives, de nous challenger sur des idées qu'on aura, des idées préconçues qu'on peut avoir. Donc ça, oui, c'est la vraie ingénierie. C'est au contraire, ne pas rester sur l'unicité, mais de travailler sur la pluralité des solutions. Oups, pardon. Et alors, ça, c'était les compétences techniques. Et alors, humainement, qu'est-ce qu'on attend? Alors, une attitude. Résoudre des problèmes, ça, vous avez fait ça toute votre vie jusqu'à maintenant. Et je pense que vous allez continuer à en faire à l'école des ponts. Je comprends qu'il y a des cours qui sont un peu innovants où on va vous demander de réfléchir un petit peu plutôt au problème qu'à sa solution. Et c'est vrai que si vous voulez aider votre client, vous voulez le conseiller, il vaut mieux effectivement réfléchir à son problème que de lui apporter une solution toute faite. C'est encore mieux que de résoudre son problème. Restez curieux, Sophie Mougard vous en a parlé toute votre vie. Exposez-vous à d'autres cultures. Quand j'ai fait ma 3e année aux États-Unis, c'est vrai que j'ai vu des gens. Alors c'est vrai, on est très fiers de venir de l'école des ponts ou de ce qu'on a fait avant, mais quand on arrive dans des universités américaines où il y a des gens très brillants pour des raisons diverses et différentes des vôtres qui arrivent là-bas, c'est rafraîchissant, c'est une dose d'humilité, et je ne dirai jamais assez que l'humilité est importante dans nos métiers d'ingénierie. Donc il faut de l'humilité face aux défis techniques et humains, parce que sur les questions humaines, parfois on n'a pas de solution, donc il faut le savoir. Et puis il faut de l'audace. Être ingénieur, c'est pas que résoudre des problèmes, c'est tenter des nouvelles choses avec prudence et en questionnant vos petits camarades et vos anciens. Mais si vous voulez entreprendre, si vous voulez apporter quelque chose de nouveau, il faut essayer autre chose. Et pour ça, il faut de l'audace. Et si vous le faites, je pense que vous vous ferez plaisir. Parce qu'il y a quelque chose qui est formidable dans notre métier, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'on est beaucoup à le choisir, c'est qu'on se fait vraiment plaisir à l'exercer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Qui aurait une première question, toujours la plus difficile? Bonjour Monsieur Cahan, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voudrais vous remercier de votre présentation qui était très intéressante et on sent très honnête, qui venait vraiment du fond de vous. Et je pense que c'est pour ça que que tout le monde ici l'a apprécié. On l'a entendu aux applaudissements. Donc je voudrais vous remercier déjà. Et donc j'aurais plein de questions techniques par curiosité sur ce que vous avez raconté. On pourra en parler pendant des heures. Mais là, moi, j'aimerais bien savoir un peu plus personnellement, du coup, dans votre démarche de curiosité, etc. Vous avez dit que vous vouliez travailler à embellir le paysage de manière intelligente. Je me souviens plus exactement des mots, mais et du coup, dans cette démarche, pourquoi vous avez choisi CETEC?
Vous y êtes arrivé en 2005, d'après l'introduction. Vous auriez pu choisir une autre ingénierie, n'importe laquelle, je suppose, vu votre CV. Et comment vous vous êtes retrouvé chez CETEC? Alors, n'importe laquelle, non. Mais il y a des ingénieries très bien qui travaillent, qui ont la même conscience professionnelle que nous avons. Je pense que ce qui est attractif chez nous, mais là je vends ma paroisse, hein, c'est que ça se fait à l'échelle humaine. On rentre pas dans une très grosse structure. Ou si on rentre dans une structure de 2800, ça peut faire peur au départ, 2800 c'est gros, etc. Mais au fond, ce qu'on appelle nos sociétés, nos filiales, elles sont encore une fois entre 30 et 300 personnes, mais avec une moyenne à 100, 130 personnes. Et ça donne un esprit collaboratif, ça donne un esprit très humain. Pour être très honnête avec vous, j'y suis rentré pas tout à fait par hasard, mais je connaissais CETEC de réputation. Je les avais vus travailler à La Réunion. Alors je suis rentré chez CETEC, mais par déontologie, on peut pas travailler avec les mêmes avec lesquels on travaillait. Donc je suis rentré dans une branche tout à fait, enfin une branche éloignée de mes amours initiales. Et j'ai trouvé à l'intérieur, en rentrant dans cette maison-là, d'une part un dynamisme très fort qui est attaché à ces petites, ces entités, à cet amour de la technique. Alors je pense qu'il faut aimer la technique, il faut être passionné par la technique pour entrer chez CETEC. Si vous aimez que l'international, peut-être que CETEC n'est pas la meilleure société dans laquelle il faut rentrer. Si vous êtes un vrai spécialiste du nucléaire, rentrez chez EDF. Mais si vous voulez faire du génie civil nucléaire, si vous voulez après faire du génie civil sur des ouvrages d'art, des ouvrages souterrains, vous avez cette possibilité de le faire chez nous parce qu'au fond, ce qui caractérise, c'est la compétence métier. Cette compétence métier, elle s'exerce dans différents domaines. Donc ça, c'est très appréciable. Le caractère humain est très appréciable aussi. Encore une fois, n'importe qui. Alors, tout le monde ne me tutoie pas dans la maison CETEC, mais il y en a quand même peu qui m'appellent Monsieur Caron. Et les gens savent que mon bureau, alors tout le monde rentre pas dans mon bureau toutes les 5 minutes, mais c'est très ouvert. Et ils savent qu'au fond, avec un peu d'audace, on peut contacter qui on veut et aller chercher l'expertise là où elle est. Et on sait qu'on tombera toujours sur des gens qui cultivent cette expertise-là. Bonjour, j'avais une question plus éthique. Je me posais la question, est-il possible de concilier Mettez mes micros là. Est-il possible de concilier un esprit éthique avec un métier d'ingénieur à CETEC par exemple? Là, je pensais comme exemple précis. Est-il possible de refuser de prendre part à la construction d'une autoroute en France par choix éthique, tout simplement? Oui. Enfin, je pense que alors, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de réponse à votre question. Il y a d'abord une réponse individuelle. Je choisis de travailler sur tel ou tel sujet et j'ai ce loisir-là. Il y a des gens chez nous qui veulent pas travailler dans le nucléaire pour des raisons que j'admets et donc on les fait travailler sur autre chose. Il y a des questions d'éthique qui sont des questions de déontologie, notamment vis-à-vis des entreprises. Je viens de citer un exemple. Je viens de citer l'exemple de la transformation en cours de route d'un projet où on était maître d'œuvre. On vous a dit arrêtez votre boulot de maîtrise d'œuvre, vous avez fini votre projet, merci, on vous rémunère pour ça, et on va passer ça maintenant à des constructeurs. Alors évidemment, tout le monde se précipite chez les constructeurs pour avoir du boulot pour la suite, mais il y a des constructeurs avec lesquels on voudra travailler et puis d'autres pas. Pour une raison, c'est que je prends l'exemple, hein, il se trouve que c'est le hasard des attributions de marché dont on n'est même pas complètement responsable, hein, qui a donné un certain nombre de travaux qu'on supervise en tant que maître d'œuvre à Vinci. Vinci vient nous voir parce qu'il sait évidemment on a des compétences sur la 15 Ouest, il vient nous voir en nous disant ce serait quand même bien que vous veniez travailler avec nous. Et on dit non. On ne peut pas être avec vous en sous-traitance de Vinci sur un ouvrage, alors qu'à côté, on est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on supervise vos travaux. On ne peut pas être juge d'un côté et partie de l'autre, sur un même projet au même moment. Et ça, c'est une question d'éthique très forte. Ça les a beaucoup fâchés chez Vinci que je réponde ça. Mais ils ont très bien compris, et avec Jérôme Subler, qui est en plus un camarade de promo, il a très bien accepté, au fond, le fait que... oui, c'est un petit milieu, hein, mais
Mais ça fait partie de ces éthiques-là. Il faut se dire franchement les choses. Ce qu'il y a de pire, c'est de ne pas se dire les choses. Donc oui, il y a des questions d'éthique comme ça. Alors maintenant, si vous me dites, est-ce que j'abandonne un pan entier de mon activité parce que j'ai des doutes sur son impact sur le développement durable? Alors, je vais le faire, mais je vais me donner le temps de le faire. J'ai des sujets comme ça que je n'ai pas forcément envie de vous dévoiler, mais j'ai des sujets comme ça qu'on a dans le panier. Si je fais ça, si j'arrête immédiatement cette activité, je sais que je tue une de nos sociétés. Donc il y a jamais de monde qui soit tout blanc, tout noir. Il y a souvent un monde de compromis intelligents à trouver et un compromis à trouver sur la durée. Mais ce que je sais, c'est que je vais mettre cette société-là sur des activités, c'est pas une société qui est en France, c'est une société qui est à l'étranger, qu'on a rachetée, hein, et qui a un pan de son activité dont on peut penser que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de la planète. C'est pas très nocif, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas nocif, hein, c'est pas contraire à la loi, c'est pas contraire à des éthiques très fortes, mais on se dit, il faut qu'on transforme l'activité, cette partie-là de l'activité de la société, mais si je la transforme du jour au lendemain, je tue la société. Et ça, j'ai aucune envie de le faire, ne serait-ce qu'en pensant aux gens. Donc, entre le social, l'environnement, il y a un juste équilibre à trouver, et surtout, il y a une dynamique à mettre en place. Donc la réponse est oui, je mets une dynamique en place qui transformera cette société-là. Il y a des cas, je l'admets, où il faut prendre un peu le temps de la réflexion pour pouvoir le mettre en œuvre. Bonjour monsieur. Dans un peu le prolongement de la question précédente sur le développement durable, dans le prolongement de la question précédente, un peu sur le développement durable, donc on est dans un pays où effectivement beaucoup de travaux sont financés, ou en tout cas dans un cadre financé par l'État. Est-ce que vous avez une mise en perspective sur un peu le long terme avec des scientifiques, par exemple du GIEC pour avoir un impact sur le climat? Et est-ce que vous faites dans vos études un bilan carbone, par exemple, pour voir si ça rentre dans le cadre d'accord? On a combien d'heures encore? Deux niveaux de réponse encore une fois à votre question. Oui, alors j'ai mis en place, moi ce que j'aime bien, c'est ce partenariat avec, c'est cette ambiance universitaire que j'aime bien en fait. Donc j'ai recréé un truc qui est d'abord dans une des filiales, puis au niveau du groupe, qu'on appelle l'université interne de chez CETEC, le campus. Et il y a 4 collèges dans ce campus. Il y a un collège technique, un collège management de projet, un collège pour faire grandir les managers, et puis un collège d'ouverture au monde. Et en gros, c'est un cycle de conférences qu'on organise tous les mois. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, depuis le concours que j'ai cité pour nos 60 ans, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance à faire venir des gens qui nous alarment sur l'état de la planète. Et il y a et donc on a eu quelques conférences. On a Hervé Le Treut, qui est un des grands spécialistes de climatologie, qui est venu nous faire une conférence. On a Philippe Biwix, je crois que c'est Philippe son prénom, qui est venu nous faire une conférence également sur comment utiliser des matériaux qui ont un impact faible sur l'environnement ou sur les ressources disponibles sur la planète. Et en particulier, les téléphones portables sont une horreur de ce point de vue. Et puis, à ces conférences-là, il y a toujours 2 niveaux de réaction. Il y a la réaction de citoyens, 3 niveaux de réaction. Il y a la réaction de citoyens. Je suis catastrophé par ce qui se passe, je commence vraiment à prendre conscience de ce qui se passe et je me sens, je dois prendre la parole. Ça, c'est une réaction de citoyen. Il y a une réaction d'ingénieur qui dit mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans pour avec ma contribution? Je sais que je ne pourrais pas sauver la planète tout seul, mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ingénieur? Quelle solution je peux apporter dans le domaine des transports, dans le domaine de la conversion des transports à l'électrique, dans le domaine du meilleur usage des bâtiments d'un point de vue énergétique, dans le domaine du remploi des matériaux ou des éléments de construction? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau d'ingénieur pour répondre à ces préoccupations? Et le 3e niveau, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que société d'ingénierie? Alors,
Il y a une première réponse qui est un peu bateau. Je fais un bilan carbone. Oui, ça fait des années qu'on fait un bilan carbone. Mais ça ne traite... Alors, je vais peut-être c'est important parce que ça développe des réflexes. Moi, j'abandonne les verres en plastique. Il n'y en a plus. J'ai des verres. J'ai une petite bouteille d'eau dans mon bureau que je vais remplir à la fontaine. On va me dire, c'est pas ça qui va sauver la planète. À titre individuel, ça me donne des réflexes. Je commence à réfléchir comme ça. Et puis, il y a ce que je mets dans mes projets. Alors, on fait des bilans carbone depuis des années, c'est-à-dire qu'on regarde nos déplacements, on fait en sorte qu'on se déplace moins en avion et plus en train. Pour aller en Afrique, parfois, c'est compliqué. Si on veut faire de l'international, il y a un vrai sujet de transport. Alors, la réponse qu'on donne à ça, c'est j'arrête d'imaginer l'ingénierie à l'international comme de l'export, et je réfléchis de plus en plus à embaucher des gens localement et de leur apporter, de faire des mini-CETEC en Russie, en Colombie, au Brésil, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je fais des mini-CETEC un peu partout, pas forcément avec toutes les compétences. Et puis, j'apporte les quelques compétences rares qui existent sur la planète d'un autre point, de France ou d'ailleurs. Donc ça, c'est une réponse. Et puis, il y a l'impact majeur. Je vais m'arrêter là. L'impact majeur, c'est quelle est l'influence qu'on a sur les projets qu'on réalise. Alors ça, c'est super dur à chiffrer parce que, encore une fois, on ne fait que des prototypes. Donc, je ne fais jamais 2 prototypes. J'en fais 1. Donc, j'ai du mal à comparer ce 1 avec quelque chose d'autre. Alors, on s'y lance cette année, pour être très précis. On s'associe à Carbone 4, qui est... Qui est-ce qui connaît Jean Covici? Voilà. Bon, donc c'est le cas. Vous avez travaillé chez eux, non? Donc il a lancé un cabinet qui aide les sociétés à effectivement réfléchir non seulement à leur activité propre, je produis du papier, je produis de l'informatique, je produis des calories sur mes ordinateurs, mais aussi j'ai un impact qui est 100 fois, 1000 fois plus important sur les projets que je conçois. Alors ça, effectivement, on réfléchit beaucoup. On a pas mal poussé la Société du Grand Paris et elle était partante de toute façon à travailler sur plusieurs sujets. Le transport des matériaux qu'on extrait, le réemploi de certains matériaux, le tri des matériaux. Il y a des choses un peu aberrantes. Quand on extrait des terres qui n'ont jamais été polluées par l'homme, qui n'ont pas eu de pollution dite anthropique, mais qui ont eu une pollution dite naturelle, parce qu'il y a des sulfates dedans, dès lors que vous les sortez de ce petit trou-là, vous les mettez 15 mètres plus loin, ça devient un déchet. Donc il y a quelques aberrations dans le dispositif. Si vous les mettez dans un endroit où il y a déjà des matériaux sulfatiques et ça n'a aucune conséquence, et vous démontrez que ça n'a aucune conséquence, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose d'intelligent. Donc on essaye de pousser à faire ça plutôt que d'envoyer en décharge et de dépenser des centaines de millions d'euros à traiter des matériaux qui sont naturellement pollués. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont et c'est ça l'impact majeur au fond. C'est bien de regarder ce qu'on fait à la maison, mais c'est beaucoup plus important de regarder l'impact qu'on a sur nos projets. C'est plus dur à mesurer. Bonjour. Alors, merci. Alors, j'ai 2 questions qui vont peut-être qui se rejoignent. Déjà, la lecture de votre CV et de votre biographie, on voit que vous êtes avant tout un expert technique. Vous avez fait carrière, vous avez publié même récemment encore, vous avez gardé un lien peut-être avec le monde académique. Alors qu'en France, quand on regarde, on a quand même le sentiment que plus on monte, entre guillemets, dans le prestige des écoles d'ingénieurs, plus la part des diplômés qui vont travailler dans des domaines autres que l'industrie ou la recherche augmente. Vous avez été aux États-Unis où peut-être les ingénieurs du MIT sont quand même à vocation première technique. Quelle place il y a encore aujourd'hui en France pour des carrières d'experts techniques diplômés ingénieurs? Et la deuxième question, c'est de ce que vous avez pu raconter de la gestion de projet et de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre de grands projets de BTP. On sait apporter, enfin en tout cas votre société a l'air de savoir apporter des solutions techniques complexes, compliquées. On trouve des ingénieurs créatifs et compétents, mais quelle est la part de l'énergie et du temps utilisé? Enfin, ce qui donne un peu le tournis, c'est le millefeuille administratif dont vous avez parlé et la grande, comment naviguer entre tout ce qui est administration, politique, et quelle part d'énergie vous dépensez là-dedans? Vous qui êtes avant tout avec des experts techniques.
Alors, c'est quand même deux questions très différentes, hein. Sur la part de l'expertise technique en France, je suis convaincu que il y a des modes. Il y a des modes et il y a un balancier. Dans ma génération, on est assez peu, au fond, à avoir fait des carrières dans le monde de la construction. Dans ma promo, il y a Jérôme Subler qui est patron de Vinci Construction. Il y a Arnaud Grison qui doit être patron de Vinci Énergie. On est quelques-uns. Je pense qu'on a un peu profité du fait que tout le monde s'intéressait à la finance à cette époque-là et qu'on était quelques-uns à travailler dans le monde, à aimer, au fond, les métiers qu'on exerce. Ne rentrez pas dans des métiers techniques si vous aimez la finance. Ne vous forcez pas, ça sert à rien. Inversement, si vous aimez la technique, ne croyez pas que ça va vous cantonner dans un rôle d'expert que personne qu'on consultera et qui ne fera jamais de grands projets. Moi, j'ai eu deux moments dans ma vie où on m'a parlé de cette question-là. La première fois, j'étais au ministère de l'équipement, et puis il y a un gars qui évaluait les ingénieurs des ponts à un moment donné, régulièrement, et il me dit, ouais, bon, tu es au laboratoire central, c'est bien ce qui est devenu Lifestar, c'est bien, tu es en train de faire une carrière technique. Bon, c'est pas les meilleures carrières, hein, mais au moins, tu feras un beau parcours. Qui connaissait rien, ce gars-là. Sincèrement, j'ai oublié son nom, mais sincèrement, la deuxième fois, c'est quand le président de CETEC de l'époque, Gérard Massin, qui a été président pendant une vingtaine d'années et qui a fait grandir cette maison-là de 800 personnes à 2000 au fond, hein, de façon très discrète, un homme, je crois, amoureux de la technique, mais qui n'était pas un expert. Et je pense que chez lui, ça a toujours été une espèce de frustration. Et quand je suis arrivé chez CETEC, au bout d'un moment, il me dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de faire de devenir un expert technique ou de faire du management? Et j'ai dit, je pensais qu'à CETEC, on pouvait faire les deux. Alors, il n'y a peut-être pas 36 boîtes où on peut faire les deux. Mais il y a certaines boîtes, peut-être des boîtes de plus petite dimension, ou des boîtes où, comme chez nous, encore une fois dans la tribu africaine, on peut être chef de tribu et puis expert technique dans un domaine, c'est possible. Donc je lui ai répondu ça, je pensais qu'à la CETEC on pouvait faire les deux. Et j'en suis encore convaincu. Et il y a d'autres boîtes où c'est possible, hein, et puis il y a des boîtes plus administratives où à un moment donné, quand vous êtes le N+5 de quelqu'un, certainement vous faites plus de technique. Alors j'avoue que mon précaré, c'est quand même c'est de plonger dans un sujet technique quand je peux. J'ai plus forcément toujours le temps, mais j'avoue que c'est une fibre qui vibre. Donc en France, oui, je pense qu'il y a une prise de conscience, et notamment dans le domaine de l'industrie, où on a dit, on a eu, je pense, pendant très longtemps, pensé, au fond, il faut optimiser les coûts, c'est la seule façon de faire survivre l'industrie, et donc on délocalise. Ça, c'est une attitude de management. Et puis, il y a une attitude plus technique où on va dire, si je délocalise, je maîtrise plus, et je vais perdre cette compétence, et on viendra moins me chercher. C'est un peu, je pense que les gens en ont pris conscience, et qu'on est en train de relocaliser en encourageant des carrières techniques. Donc je suis assez confiant qu'on est plutôt dans un retour de balancier vers de la technique, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs dans le domaine de la science des données ou des technologies plus dures. C'est très personnel. Mais c'est peut-être de la méthode Coué, hein, vous savez. Bonjour monsieur, j'avais une question totalement différente qui porte plutôt sur le management de l'entreprise. Vous dites que l'entreprise est constituée de petites entreprises que les ingénieurs de ce domaine-là possèdent. Est-ce que ça ne nuit pas au développement plus global de l'entreprise? Par exemple, si quand il s'agit de donner une direction globale à l'entreprise, par exemple, ça va nuire au côté géothermie, mais en même temps, ça va profiter à plus de... Je vais demander à Ingrid de répondre. Non, vous avez mis le doigt sur quelque chose de... Évidemment, il n'y a pas de système parfait. Mais c'est mon job. S'il y a bien quelqu'un qui doit exercer ce job de coordonner
de l'activité. Alors, je pense que fondamentalement, ces petites structures, pour développer une compétence technique, une expertise technique, il n'y a pas mieux. Et de fait, c'est vrai. Je prends l'exemple de CETEC Ferroviaire. 2008, c'est une start-up de personnes, on va shipper. Plus exactement, la légende dit, il y a il y a Philippe Voignier et Sophie Viol. Philippe Voignier, c'est le grand expert technique qui veut voir autre chose que le fonctionnement de la SNCF. Sophie Viol, pardon, c'est la commerciale pur jus, mais qui même pas ingénieur, mais et pourtant elle est directrice générale de CETEC Ferro aujourd'hui. Quand je dis même pas ingénieur, c'est vraiment pas péjoratif, hein, mais elle a l'intuition de beaucoup de choses et elle a un sens commercial extraordinaire. Elle comprend le client. Le sens commercial, c'est pas aller vendre sa soupe, hein, c'est comprendre le client, comprendre son besoin et le traduire. C'est ça le bon commercial chez nous. Et eux, ils viennent le matin, ils débarquent à 7h dans le bureau de Gérard Massin, et la géante veut qu'à 13h, il y a une société qui s'appelle CETEC Ferroviaire, et ils en sont les deux patrons. Il n'y a pas d'effectif, mais ils en sont les deux patrons. Et donc, cette société-là, elle cultive son expertise, et elle a une vision sur son business. Quand on commence les lignes à grande vitesse, c'est 2007-2008, il y en a 4-5 qui s'affichent coup sur coup. On ne sait plus où donner de la tête. Très franchement, toutes les ingénieries en ont largement profité. Nous, on a eu beaucoup de chance. On a bien profité. Mais ces gens-là se sont dit, dans 10 ans, il n'y a plus de ligne à grande vitesse, on sera équipé. Il faut réfléchir tout de suite à la régénération du réseau qui sera le sujet de demain. Et ce qu'on veut faire, nous, chez CETEC Ferroviaire, c'est 50% de neuf, 50% d'existant. Mais c'est brillant comme idée. C'est brillant comme idée, et 10 ans après, on est les seuls à faire de la régénération, avec Sistra peut-être. Et on est vu par la SNCF peut-être comme la petite pépite de l'ingénierie dans le domaine ferroviaire. Alors peut-être pas sur des sujets de sécurité ferroviaire très pointus qui sont vraiment l'apanage de la SNCF, encore qu'on progresse, mais cette petite société permet de faire des grands choix comme ça et de cultiver ces grands choix. C'est une espèce de start-up, ils sont 130 aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne pour être très honnête. Une start-up où il n'y a pas d'organisation à 130 personnes, moi je serais incapable de le faire. Eux, ils y arrivent. Tant mieux, hein, mais peut-être qu'un jour ils auront besoin d'un peu de structuration. Alors comment on fait pour que tout le monde se mette d'accord quand on fait un grand projet? Quand on démarre le Grand Paris, par exemple, il y a la moitié des sociétés du groupe qui travaillent dessus. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas brouillon? Alors, il y a un acteur qui entre dans le jeu, qui s'appelle le président ou un des directeurs généraux, qui cadre un peu le sujet, et qui dit voilà comment on s'organise. C'est toi qui prends le lead, toi tu accompagnes, on travaillera comme ça. Il y a un moment donné où il faut acter les choses. Mais ce qui compte vraiment, c'est la confiance que se font les gens. Si les gens, les patrons de société, se font pas confiance, ça marche pas. Je dis pas que c'est parfait chez CETEC, mais il se trouve qu'on a une génération de quadras entre 40 et 50 ans qui s'entendent plutôt bien et qui fonctionnent comme ça. Et ça, c'est essentiel dans toute société humaine. Alors, où est-ce que ça crée des freins? Ça crée des freins dans deux sujets. L'international. C'est vrai que quand on débarque en Afrique et qu'on n'a pas de société sur place, il y a 15 sociétés du groupe qui revendiquent la présence en Côte d'Ivoire. Donc ça joue un peu des coudes, c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé complètement la solution. Comment est-ce qu'on devient président chez CETEC? Attendez que je réfléchisse un peu. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que il y a des conditions qui sont nécessaires. Je ne sais pas si elles sont suffisantes, et je sais pas, même pas si pour être très honnête, j'ai l'humilité de penser que je suis pas. C'est que l'avenir qui dira si le poste que j'occupe aujourd'hui est bien occupé ou pas. Il n'y a que l'avenir qui le dira. Mais je pense qu'il y a 2-3 conditions qui sont nécessaires. Un, il faut aimer dans une maison comme CETEC, en tout cas, ou dans une maison d'ingénierie, je pense que de manière générale, il faut aimer la technique. Si vous n'aimez pas la technique, vous ne serez pas crédible au fond. Est-ce qu'il faut une certaine forme de légitimité technique? Est-ce qu'il faut avoir fait une thèse sur les approches stochastiques dans le domaine des ponts, pour le calcul au séisme des ponts? Je pense pas.
J'ai fait ça quand j'étais jeune parce que ça me plaisait. J'ai continué à faire de la technique parce que ça me plaisait. Je pense que dans une société d'ingénierie, oui, il y a un besoin d'incarner l'ingénieur. Alors peut-être que c'est ça que je fais dans cette maison. C'est une espèce d'incarnation de l'amour qu'on a pour la technique, pour nos métiers, pour trouver des solutions et pour donner du bon conseil. Et la condition essentielle, c'est qu'il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens qui exercent ce métier-là, si vous avez du mépris pour ces gens-là, si vous vous considérez au-dessus de ces gens-là, vous n'avez aucune chance de gagner leur confiance. Alors, peut-être que ça marche dans des sociétés qui sont très hiérarchiques, très organisées, dans des sociétés d'ingénierie où le pouvoir de l'ingénieur, c'est ce qu'il a dans la tête et c'est sa façon de résoudre des problèmes qui sont à la fois techniques mais aussi humains. Je pense que si vous avez une attitude qui est méprisante et qui est hautaine, pas forcément méprisante, mais qui est hautaine, je pense que jamais ces gens-là ne vous accorderont leur confiance. Donc c'est vraiment une question de confiance. Je ne sais pas si c'est la clé, mais au moins 3 conditions que je juge nécessaires. Merci.